Nous sommes à Montréal le 5 août 2025. Nous avons en entrevue Christopher Chancy. Pouvez-vous vous nommer et vous décrire en une phrase? Mon nom est Christopher Chancy. Je suis un développeur de jeux vidéo depuis 10 ans. Et puis, je suis cofondateur de l'accélérateur de start-up en jeux vidéo, l'Indie Asylum. Formidable. Christopher Chancy, pouvez-vous nous dire d'où vous venez, où est-ce que vous avez grandi, à la fois ville, région, quartier, rue, etc. Décrivez-nous un peu d'où vous venez. Oui, je suis né à Montréal en 1989. Mon père vient de Terre-Neuve, ma mère est québécoise, donc j'ai grandi un peu à Terre-Neuve dans mes premières années de vie. Et puis, on est revenu ici début des années 90. Et puis, c'est de là que je viens. J'ai toujours vécu Laval, Montréal et environ, là. Et puis, est-ce que vous avez des frères, sœurs? Est-ce que vous avez grandi seul avec des cousins, J'ai un petit frère qui a 5 ans de moins que moi. Donc, c'est sûr qu'on est beaucoup plus proche aujourd'hui qu'on l'était quand on était jeune, parce qu'on vivait pas les mêmes choses quand on était jeune. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus proche. D'ailleurs, c'est notre directeur marketing dans notre studio, là, donc on travaille ensemble à tous les jours. Puis, dans quel contexte est-ce que le jeu vidéo est entré dans votre vie, à vous et aux gens dans votre famille? On n'a jamais manqué de rien chez nous, mais c'est sûr que je pense que le plus gros luxe que nos parents nous ont payé tôt dans notre vie, ça a été une première console de jeu. Donc, je me rappelle que la NES est rentrée chez nous quand j'avais peut-être 4 ans, 5 ans. Et puis, ça a été mes premières expériences de gaming. C'est sûr que mes expériences sont comme plus des flashs de souvenirs à ce stade-ci, là. Les moments où je me souviens le plus, ce serait plus avec la PlayStation, la première qui est sortie autour de 97. Et puis de là, ben, mon amour pour les jeux vidéo a vraiment que grandi, là. Et puis, j'ai pas mal tout joué, toutes les plateformes qui existent depuis le développement de la NES. Comment les jeux vidéo se faisaient un chemin jusque dans votre maison? Est-ce que vos parents jouaient, achetaient les jeux ou... Non, mes parents étaient vraiment pas des joueurs de jeux vidéo. D'ailleurs, je dirais même pas qu'ils étaient très technologiquement, tu sais, c'était pas vraiment ça leur créneau. Mais je pense qu'ils sentaient que c'était quelque chose d'important dans les ménages. Je pense aussi que c'était un moment probablement où culturellement, tu sais, avoir des consoles de jeux dans les maisons, ça devenait de plus en plus populaire. Et puis évidemment, je présume que j'en ai demandé une à un moment donné aussi quand j'étais jeune, que j'avais vu un ami qui en avait ou des annonces à la télé ou quoi que ce soit. Donc, nos parents nous ont acheté ça. Puis après ça, ils ont été très bons de nous acheter chaque console à chaque fois qu'il y en avait une nouvelle qui sortait. Puis même les ordinateurs et tout, le gaming, vraiment. On avait accès à la plus récente technologie tout le temps. Puis je pense que c'était important pour mes parents d'avoir ça pour nous dans le ménage. Et puis bon, c'est évidemment grâce à eux que j'ai développé cet amour-là pour le média. Donc, dans vos souvenirs, les jeux vidéo existaient, il y avait des amis qui en avaient, c'était présent. Vous vous rappelez pas d'un moment particulier où vous avez eu une expérience vraiment de révélation. Waouh, c'est ça le jeu vidéo. C'était juste un objet parmi d'autres dans l'environnement, c'est ça? Je me rappelle de deux moments. Mettons, le plus loin que je me rappelle, c'était un jeu qui s'appelait Another World, qui était quand même très difficile à terminer. Puis surtout, mon père qui jouait avec moi, j'avais peut-être 5-6 ans à l'époque, il savait pas tout à fait comment finir le jeu. Je me rappelle qu'il a appelé une compagnie à San Francisco, les développeurs directement, qui ont répondu puis qui ont donné des indices sur comment passer un niveau qu'on n'était pas capable de passer. Donc, ça, c'est comme un premier souvenir. Je me rappelle avoir passé ce challenge-là qui était vraiment comme. Ça faisait des jours qu'on essayait de le passer, puis ça marchait pas. Puis le deuxième souvenir que je me rappelle, c'est dans Final Fantasy VII. Je devais avoir 9 ans environ quand j'ai joué à ce jeu-là. Puis au moment où est-ce que Aerys meurt, je me rappelle avoir ressenti une émotion pour la première fois dans un jeu vidéo. Puis j'étais comme, ah, pourquoi je me sens de même? Tu sais, c'était plus que juste l'acte de s'échapper dans un jeu. C'était vraiment comme, j'avais ressenti une émotion, tu sais. Puis de là, ben, le média, je ne l'ai jamais lâché depuis, là. C'est quelque chose, tu sais, c'est un sentiment que je voulais rechercher encore et encore et encore. Et puis évidemment, maintenant que je fais des jeux vidéo, c'est un sentiment qui est très difficile à aller recréer. Mais c'est ça le pouvoir des jeux vidéo, là, c'est d'être capable de créer des affects émotionnels tout en ayant cette interactivité-là puis cette immersion-là là, présente. Vous disiez que votre père jouait avec vous. Est-ce que c'est une activité que vous partagez avec votre père, seulement avec votre mère aussi? Est-ce que c'est devenu une activité que vous avez commencé à partager quand vous êtes devenu un petit peu plus jeune? Est-ce que votre père jouait avec vous avant, puis ça s'est transposé vers les jeux vidéo ensuite? Ou... Mon père n'avait jamais joué avant qu'on ait la console dans la maison, puis c'était vraiment une expérience plus, c'est père-fils qu'on jouait. Ma mère
Elle n'a jamais touché à une console, puis elle n'avait aucun désir d'y toucher. Je pense qu'elle profitait du moment pour relaxer pendant que mon père en jouait. Donc elle ne s'est pas intéressée avant que le jeu vidéo migre vers le mobile, où est-ce que là, elle a vraiment beaucoup plus embarqué. Elle ne se considérait pas une gamer aujourd'hui, mais elle a probablement des centaines, voire des milliers d'heures dans des jeux vidéo, là, de type Candy Crush et autres. Là. Non, c'est ça, elle n'a jamais eu l'intérêt versus mon père qui, lui, a vraiment embarqué. Mais dès que j'ai vieilli, la pratique de jeux vidéo avec mon père, elle a arrêté. Lui aussi, il est allé faire d'autres choses. Puis c'était vraiment devenu une activité plus en solo ou éventuellement avec mon frère là, qui est devenu un joueur à son tour. Mais avec 5 ans de différence, on ne jouait pas à des jeux compétitifs trop avant qu'on soit plus tard en âge. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagiez avec votre frère, discuter des jeux que vous étiez en train de faire ou regarder l'autre jouer ou des choses comme ça? Je pense qu'à un moment donné, oui. C'est sûr qu'au début, il me regardait jouer beaucoup. Là. Il était jeune, donc les manipulations, les contrôleurs, c'était peut-être moins évident. Mais avec le temps, évidemment, il a développé une expertise à jouer. Puis c'est là qu'on a eu la chance de plus interagir ensemble. Comment les jeux arrivaient chez vous? Est-ce que c'est vous qui en faisiez la demande parce que vous entendiez parler des jeux? Est-ce que c'est vos amis qui avaient des jeux, qui vous les voyiez? Ou... C'est drôle, hein? J'ai pas vraiment. Je me rappelle pas. C'est sûr que les clubs vidéo avaient toute une panoplie de jeux qui étaient présentés là, sur un grand mur, puis on pouvait sélectionner à ce moment-là pour les louer pour quelques jours. Je me rappelle que c'était probablement ça l'amorce. Puis après ça, s'il y a un jeu qui finissait par se prendre de nous, on finissait par soit l'acheter ou le louer à répétition jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ça, c'est ce que je me rappelle. Je me rappelle pas d'avoir vu une annonce puis que ça soit ça qui a été l'impact ou le trigger là, pour acheter quelque chose. Mais après ça, je suis faillible. Là, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à ces choses-là. C'est possible que ça soit arrivé. J'avais aussi de la famille, là, des cousins et cousines qui jouaient à des jeux de manière un petit peu plus comme pratique courante dans leur quotidien. Puis si eux étaient vraiment intéressés dans un jeu, à ce moment-là, bouche à oreille se faisait des fois, puis je finissais par aussi m'y prendre avec les jeux qu'eux y aimaient. Donc c'est là aussi que j'ai peut-être la première notion de communauté dans un jeu. Où je me faisais dire « Ah, il faut que tu joues tel jeu parce que c'est exceptionnel. » Puis là, j'embarquais, puis on pouvait en parler ensemble, et ainsi de suite. Donc ça serait probablement là les déclencheurs. Mais les pubs en soi, je pense pas que ça a été un impact. Puis vous vous rappelez donc des clubs vidéo. Est-ce Ouais. que c'était un rituel? Régulièrement, vous alliez au club vidéo, vous louiez un jeu, vous y jouiez pendant une fin de semaine? Ouais. Je dirais que c'était... On louait un jeu, je pense que c'était comme une récompense à la fin de la semaine. Donc, pendant la semaine, c'était l'école, c'était les devoirs, on travaillait. Puis après ça, la fin de semaine arrivait, puis bon, c'est la fin de semaine, donc là, on peut jouer. Le vendredi soir, c'était ça le rituel. Je pense qu'on louait un film, un jeu. Puis après ça, on était capable de partager ça ensemble. Puis, est-ce que vous aviez plusieurs jeux à la maison, puis la collection s'agrandissait, ou est-ce que vous aviez un nombre limité de jeux, puis là, on passait beaucoup de locations, puis tranquillement, la collection s'agrandissait? Est-ce que vous demandiez des jeux pour Noël? Est-ce que vous en receviez quand c'était la fin de l'année scolaire, par exemple? Ouais, je dirais que c'est un mix. Donc, les jeux étaient une forme de cadeau. Mais d'après moi, je pense qu'on en louait plus souvent qu'on en achetait. Donc, il faut dire, la manière que ça se pratiquait chez nous, on était assez libre de jouer. Donc, c'est pas comme s'il y avait comme un nombre de temps limité là, pour jouer à un jeu vidéo, quoi que ce soit. Donc, le week-end, on pouvait passer facilement une dizaine d'heures dans le week-end de jouer à un jeu. Donc, les finir, c'était une ou deux locations. Puis tout dépendant de la console, à un moment donné, la carte mémoire a quand même changé la game où tu pouvais garder ta save, puis tu pouvais la relouer plus tard, puis ça repartait d'où est-ce que toi, tu avais arrêté. Je me rappelle, même que ce soit une partie de la sélection des jeux, c'était « Ah, je pense pas que beaucoup de gens vont le prendre. » Fait que tu peux avoir 3 saves sur la capsule. Fait que là, j'espérais que personne efface une de mes 3 saves pour que je puisse le relouer la semaine d'après. Fait que je me rappelle avoir à gérer ces enjeux-là. Mais c'est drôle de penser aujourd'hui. Ça fait longtemps que je peux penser à ça. Aujourd'hui, Safe System, c'est plus un enjeu, disons. Oui, on garde nos sauvegardes avec nous. Exact. Est-ce qu'il y avait une différence entre le moment où vous étiez à Montréal puis le moment où vous étiez à Terre-Neuve? Dans la disponibilité des jeux, les pratiques, peut-être que... Je pense... donc,
Terre-Neuve, j'étais très jeune, donc je dirais que c'était vraiment plus Montréal et environ, Laval, qu'on a joué. Ceci dit, je me rappelle des étés passés à Charlevoix, par exemple, où là, le club vidéo était un petit peu moins nanti. Fait que là, on avait une sélection plus limitée. Puis on finissait à trouver c'était quoi les 4-5 pépites dans les jeux qui étaient sur le mur là-bas. Puis ça, c'était eux qui devenaient un petit peu là, le palmarès de l'été. Donc ça, on a vu ça. Formidable. J'ai une petite activité interactive. OK. Pourriez-vous prendre mon téléphone et, dans la carte, nous pointer où vous avez grandi? Yes. La maison à laquelle vous pensez, vous avez peut-être habité plusieurs maisons, mais disons celle où vos souvenirs de jeux vidéo sont les plus présents. Là. Je vous donne le téléphone ici. Hop. All right. Je vais pointer genre ici. Donc, voilà. Donc, on va essayer de l'afficher à la caméra devant le... Voilà. Donc, j'ai essayé de pointer Chemédé Laval, qui était un appartement que je partageais avec mes parents avant que mon petit frère soit né. C'est là que je me rappelle de souvenirs de gaming. Formidable. Donc, section 2, l'âge scolaire. Alors, à l'école primaire, à l'école secondaire, ça peut être deux périodes distinctes ou ça peut être la même période dans votre vie, dépendamment comment vous voyez ça. Est-ce qu'il y avait des discussions autour des jeux vidéo? Quel était le regard de vos camarades de classe, des autres élèves? Est-ce que vous étiez un petit groupe à jouer? Est-ce que le jeu était répandu? Est-ce que c'était un sujet de discussion? C'est drôle. J'ai l'impression d'avoir fait partie un peu de la génération qui a comme popularisé le jeu vidéo. Est-ce que c'est devenu vraiment un phénomène? Donc, je dirais que tôt, non. Au primaire, je me rappelle pas vraiment. Peut-être plus tard dans le primaire, 5e, 6e année, c'est là qu'on commençait à voir Pokémon sur la Game Boy avait comme explosé en partie à cause de l'émission de télé. Donc, je pense que les médias commençaient à se croiser, le jeu vidéo prenait un peu d'ampleur. Avant ça, je me rappelle pas que ce soit si prévalent que ça dans la cour de récré. Je me rappelle avoir eu un groupe d'amis avec qui on jouait. Là. Ça, oui. Donc, on allait dormir chez un ami, puis on jouait à des jeux jusqu'à ce que les parents disaient qu'il fallait aller se coucher. Mais non, je pense pas que c'était si populaire que ça. Après ça, au secondaire, je pense que ça a quand même muté. Où là, déjà, je pense, mes goûts étaient plus clairs. J'étais en train un petit peu aussi de développer ma pensée critique puis mon identité. Donc là, j'ai trouvé des gens qui comme aimaient les mêmes choses que moi j'aimais, puis on était capable de voir un plus petit groupe de gens qui jouaient à des trucs similaires. Drôlement, en tout cas, on risque d'en parler plus tard, mais j'ai aussi commencé à jouer au tabletop RPG à ce moment-là, donc des Donjons et Dragons et autres. Puis ça aussi, ça a drôlement été un gateway vers la création de jeux vidéo pour ma part. Donc, c'était avec ce même groupe-là, un peu un groupe geek ou un groupe nerd là, de gens qui tripaient sur des trucs vraiment nichés, mais de manière assez intense. Pas que, des fois, on a comme l'image du geek, comme qui a pas de vie sociale ou que, il n'était pas populaire à l'école. Ça n'a pas été le cas pour moi. Là, je pense que j'ai eu quand même relativement une vie sociale assez facile. Puis j'avais beaucoup d'amis quand même à l'école, mais le gaming était vraiment une grosse partie de mon identité. Donc, ce serait ça mes souvenirs. Oui, votre groupe d'amis jouait à Donjons Dragons, c'était assez geek. Est-ce que vous étiez représentatif des gens qui jouaient à des jeux vidéo dans votre milieu scolaire ou est-ce qu'il y avait aussi, par exemple, à mon époque, à moi, c'était la gang des skaters, puis les punks, puis etc. Est-ce que le jeu vidéo était répandu à travers différents groupes ou gangs comme ça? Ou? Je dirais que c'était pas mal répandu. Donc, peu importe ton affiliation, comme si c'était des gangs, là. Ça l'était un peu, remarque. Mais non, je pense que là, tout le monde jouait. Donc, puis, bon, pour pas être trop universitaire là, du truc, là, mais tout le monde joue depuis tout le temps aussi. Là, donc, c'est pas si surprenant, en fait, là, de voir que ça dépassait un peu l'âge, le sexe, ou comme d'où est-ce que tu venais, ou ta situation financière. Tu étais capable de jouer à un jeu vidéo, tu étais capable de partager cette expérience-là avec n'importe qui d'autre. Puis cette expérience partagée-là, souvent, créait des liens. Donc, je pense que ça a été le cas pour nous. Donc, on n'avait pas tant d'autres affiliations qu'être gamer. Puis après ça, le reste, peu importe le linge que tu portais, c'était pas tant un enjeu. Parfait. Est-ce que vous aviez d'autres intérêts artistiques ou culturels pour le théâtre, pour la télé, pour le cinéma, pour la musique, jouer d'un instrument de musique, des choses comme ça?
je dirais cinéma, télé beaucoup. Donc, le contenu culturel, contenu médiatique, tout ce qui était blockbuster, tout ce qui était populaire, ça me fascinait. Donc, j'étais vraiment intéressé pourquoi tout le monde aime ça. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Puis après ça, tout ce qui était des sous-cultures aussi ou des trucs qui étaient un peu underground, parce qu'à l'époque, l'accès au contenu était tellement limité que quand quelqu'un trouvait quelque chose de vraiment cool, ben là, soudainement, c'était un événement de pouvoir le partager avec quelqu'un le lendemain, puis de voir l'étincelle se propager, mais de quelque chose que toi, tu as parti, parce que toi, tu l'as trouvé avant les autres. Il y avait quelque chose de vraiment le fun et de cool là-dedans. Donc, je me rappelle avoir eu beaucoup de validation personnelle, être capable de comme, trouver la pépite, là, puis de partager à mon groupe d'amis. Puis ben, vice-versa, évidemment, d'être capable d'avoir cet échange-là. Est-ce que ça vous est arrivé à plusieurs reprises de trouver une pépite puis d'être la personne qui l'introduit? Je pense que oui. Je pensais dans mon trait de personnalité d'être au courant, puis de vouloir creuser plus loin, puis de comprendre. Puis de m'intéresser à plein de trucs différents aussi, puis de comprendre pourquoi c'est un truc. Donc, sans vouloir dire qui d'autre est dans la salle, je vois le chandail de Battle Royale de Bernard. J'ai trouvé Battle Royale avant mes amis. Donc, j'ai été capable de présenter un truc super niché, violent, japonais. On avait 13-14 ans, probablement qu'on n'avait pas le droit de regarder ça. Mais c'est moi qui ai présenté ça à mes amis, puis là, eux autres étaient comme « Oh wow, c'est vraiment écœurant ». Puis là, de là, on trouvait le manga, puis ça développe vers d'autres trucs par la suite. Donc, ce genre de trucs-là, ça arrive souvent. Parfait. J'avance un peu dans une autre section prévue initialement, mais on est exactement sur le sujet. Comment est-ce que vous entendiez parler des jeux vidéo? Comment est-ce que vous trouviez de l'information sur des jeux vidéo? Est-ce que vous consultiez des sites web, des magazines, des émissions de télé, de radio? Ouais. Rendu là, je pense que l'Internet commençait à être plus prévalent. Les ordinateurs étaient pas mal dans tous les ménages. Bon, après ça, les sites web n'étaient pas aussi sophistiqués qu'ils sont aujourd'hui. C'était souvent des forums ou des blogs ou trouver des gens qui étaient un peu des tastemakers comme toi, ou qui avaient des goûts similaires à toi, puis après ça, de suivre leurs recommandations. Donc, c'était de trouver un peu dans ces coins-là du web ou être capable d'aller chercher des recommandations. Là, on parle de 1998 ou quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça, ouais, je dirais fin 90, début 2000. Ce serait là qu'on était plus numérique. Là. J'ai déjà eu accès à Game Informer Magazine, où ça aussi, ça a probablement eu un impact. Il y avait Game FAQs aussi, qui en était un. Là, quand tu essayais de terminer un jeu vidéo à l'époque, il n'y avait pas d'immédiateté où est-ce que tu peux aller voir une vidéo walkthrough de quoi que ce soit. Donc, c'était textuel. Les gens disaient, dans telle section, environ, fais ça. Puis, il y avait quand même beaucoup de découvertes, mais ça arrivait souvent de bloquer dans un jeu vidéo. Puis, c'est ces forums-là qui finissaient par être capables de nous débloquer. Puis, éventuellement, il y a eu tout l'avènement du chat en ligne, là, donc MIRC ou ces genres d'endroits-là où est-ce que, bon, là, tu avais comme plein de gens qui congloméraient à un endroit pour parler de leur passion, pour le bien et le mal. Puis, c'est ça. Ça aussi, c'était quelque chose qu'on utilisait pour être capable d'aller chercher des références puis des nouvelles suggestions. Formidable. On va passer à la section 4, historique de jeu. Votre première plateforme, c'est la NES. Ouais. Est-ce qu'il y avait plusieurs plateformes disponibles en même temps ou elles se sont succédées et la Sega Genesis remplaçait la NES, on s'en débarrassait ou elle restait disponible? Ou... Ça se succédait, je dirais. On a été assez Nintendo. Donc la Sega, c'est quelque chose que je jouais plus chez des amis ou des cousins. Puis c'était comme, on avait la nouvelle console, on laissait aller l'autre. On passait toujours à la prochaine génération. J'ai commencé à collectionner les consoles à partir de la PlayStation 1. Donc là, depuis, quand c'est moi-même qui achète mes consoles, depuis, je les ai toutes gardées. Mais sinon, on swappait un peu là, pour la nouvelle génération à chaque fois. Est-ce que la collection, c'est quelque chose d'important ou qui a été important à une certaine période pour vous? Une certaine période, je pense que oui. D'être capable, pas juste de dire qu'un jeu vidéo était cool, mais de le passer à un ami. Cet acte-là, je pense qu'il était important. Donc, oui, surtout quand c'était des trucs qui étaient plus difficiles à trouver. Donc, il y a eu une époque où on faisait la razzia des ventes de garage ou des marchés aux puces pour être capable de trouver des trucs plus nichés là, qui se trouvaient moins dans les clubs vidéo, qui, eux, tenaient surtout qu'est-ce qui était populaire dans le moment. Donc, je me rappelle avoir une collection quand même assez cool. Où elle est aujourd'hui, j'ai aucune idée. Un moment ou un autre, j'ai délaissé cette affaire-là, mais à l'époque, c'était important.
Donc, c'est important pour la disponibilité des jeux. Est-ce que c'est important aussi pour les garder pour soi? Est-ce qu'il y avait cette idée qu'il y a certains jeux qui ont été vraiment importants pour vous? Puis peut-être que dans 5 ans, j'aurais envie d'y rejouer, puis je veux savoir que j'y aurai accès? Je dirais que oui, c'est pas beaucoup de jeux, par exemple, qui ont eu cet effet-là. Final Fantasy VII en est un, où est-ce que j'ai encore mes 3 CD. Il y en a quelques-uns comme ça que j'ai fini par garder, mais outre ça, c'était plus dans l'acte social d'être capable de prêter des jeux que je trouvais que c'était important d'avoir une sélection pour mes amis. Puis après ça, ben, une fois que ça passait, ben, je pense que je les laissais aller, puis ça me dérangeait pas tant. Puis si je vous demande de faire une petite énumération, sans trop réfléchir, sans trop de limites, sur des jeux qui ont été vraiment importants pour vous, Final Fantasy VII en est probablement un des meilleurs. Ouais. Est-ce qu'il y en a, quels autres genres de jeux vous ont vraiment semblé importants dans votre vie? Je dirais premier Mario, ça a été un jeu que j'ai terminé alors que j'étais très jeune, donc ça c'était une fierté personnelle. Another World, c'est le premier jeu que je me rappelle avoir terminé avec mon père, donc ça c'est comme un core memory qui est quand même assez fort. Final Fantasy VII, c'est la première fois que j'ai senti une émotion dans un jeu. Après ça, je dirais que StarCraft, Brood War, j'ai joué très compétitivement à StarCraft très longtemps. Donc ça, j'avais beaucoup de fierté à jouer parmi les top 100 au Canada, puis jouer contre des Coréens du Sud, qui étaient comme la sommité de StarCraft à l'époque. Puis ça a succédé des jeux compétitifs aussi par la suite. Donc j'ai joué compétitivement à Dota 2, Hearthstone, Call of Duty. J'ai joué à Rocket League compétitivement. Plus récemment, là, c'est TFT. Mais ces jeux-là sont meaningful parce que je suis un type de joueur qui aime beaucoup gagner puis être au top d'un palmarès de joueurs. Dans mes motivations personnelles, c'est quelque chose que je trouve important. Après ça, du côté plus émotionnel, la chose, je me rappelle, les belles cinématiques initiales. Puis un des jeux vraiment core dans même, je dirais, mon développement, ça a été World of Warcraft, qui était vraiment un jeu massif, puis différent à l'époque. Ça demandait de changer ton hardware d'ordinateur pour être capable d'y jouer, puis ça se jouait avec des milliers de personnes à travers la planète. Puis c'est un jeu que j'ai fini par... Ma pratique de gaming était telle que je devais être le meilleur à chaque fois que je jouais à quelque chose. Et puis, je suis devenu un guild leader. J'avais 15-16 ans, je gérais 100 personnes qui avaient des conflits, donc des hommes de 40 ans qui j'essayais de coordonner dans un raid de 40 personnes. Donc, si aujourd'hui, je suis un gestionnaire de studio, il y a définitivement, je pense, des skill sets en gestion de crise, en être humain, communication, stratégie, tout ce genre de choses-là qui m'ont été utiles, qui m'ont donné la confiance peut-être à travers ce genre de jeu-là. Là, c'est de la pseudo-science que je fais, là, mais je présume qu'il y a un effet positif qui est sorti dans mon développement de ces soft skills-là avec le temps. Comment en êtes-vous arrivé à la scène compétitive, disons ça comme ça, dans les jeux? Est-ce que vous vous rappelez si c'était des forums, des sites web qui, tranquillement, vous ont orienté vers des communautés en ligne? Puis... Ouais. StarCraft avait à l'époque une scène de modding extrêmement puissante. Donc, il y avait ce qu'ils appelle les Use Map Settings. C'était un peu les gens qui pouvaient créer. Il y avait un éditeur dans StarCraft qui te permettait de faire des jeux, en fait. C'est la première fois qu'on voyait. C'était comme un genre de mini game engine en devenir. Donc, de là, il y a vraiment plein de différents types de jeux qui ont émergé. Puis je me rappelle avoir été intéressé de t'acheter un jeu, mais tu avais accès à plein de jeux dans le fond à travers StarCraft. Puis c'était aussi un des premiers à avoir intégré un chat puis un système de clan. Donc, tous nos amis, mais on se retrouvait sur le même chat tous les soirs en train de jouer à StarCraft ensemble. Puis, on avait une personne dans le groupe qui était plus vieille que nous, qui était comme meilleure au jeu. Puis moi, c'est quelque chose que je veux toujours être le meilleur. Donc, c'était très motivant pour moi de développer l'expertise pour battre cette personne-là. Donc, on est devenus très, très bons au jeu. Il y a un moment dans ma vie où est-ce que je suis presque certain que je jouais 6 à 8 heures par jour de StarCraft pendant que j'allais à l'école. Puis c'était vraiment juste de répéter jusqu'à ce que quelque chose soit parfait. Il y avait la notion d'action par minute à l'époque, où est-ce qu'il fallait être vraiment très agile de ses mains, puis de gérer la stratégie macro, micro. Donc tous ces concepts-là sont vraiment émergés à cette époque-là. Donc c'est vraiment, au début, c'était de battre les amis. Puis après ça, ben, quand je les avais battus, le prochain défi, c'était qui? Ben, c'était de battre les gens dans mon entourage. Puis une fois que j'ai été le meilleur dans mon entourage, c'était de battre les gens meilleurs au Canada. Puis éventuellement, c'était même de compétitionner de manière internationale.
Il y a même eu, genre, un moment donné, dans ma tête, où est-ce que c'était comme, ben, je dois me rendre en Corée du Sud si je veux m'améliorer, j'ai pas le choix. Mes parents ont rapidement dit non, ce rêve-là. Mais ça s'est rendu à ce point-là. Je suis un peu sonné parce que je viens d'entendre. C'est tellement intéressant. Euh, ça me fait penser à plusieurs pistes en même temps, mais peut-être l'importance de maintenir un groupe d'amis proches avec qui vous aviez des contacts réguliers, pas seulement uniquement autour du jeu vidéo, mais aussi dans votre vie de tous les jours, je présume, en dehors de StarCraft. Est-ce Ouais, que c'était quelque chose qui était présent? ouais, ouais, vraiment. C'est j'ai des amis que j'ai faits à l'époque que j'ai encore aujourd'hui qui étaient à mon mariage il y a 2 ans. Donc, c'est vraiment toute une gang qui avait des passions communes. Donc, ça nous permettait d'aller en ligne. On se voyait pendant la journée à l'école, puis on allait souper, faire nos devoirs, puis après ça, on se revoyait en ligne. Puis après ça, le lendemain, ça se répétait, puis c'était ça pendant des années. Puis il y avait quelque chose de spécial là-dedans. Puis ça faisait qu'on se suivait tous aussi. On bougeait de jeu en jeu ensemble. Euh, Drôlement quelque chose qui s'est perdu avec le temps. Plus que tu vieillis, plus que tu sais, cette magie-là d'un moment dans le temps, pas de responsabilité, où est-ce que tout as à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller à l'école, puis après ça, jouer à des jeux vidéo à la maison. Mais c'est sûr que ça a tissé des liens très très forts, puis c'était très important à l'époque. Si je vous demande de réfléchir à votre vie de jeu, votre vie de gamer, puis de la découper en étapes ou en portions ou en périodes, est-ce que vous avez eu une période familiale, puis ensuite une période compétitive, StarCraft et autres jeux en ligne, ou comment est-ce que vous feriez ce découpage-là? Ouais, je dirais période découverte du périphérique, si on veut, là. Donc, tu sais, du hardware, là, les nouvelles consoles, puis qu'est-ce que cette nouvelle technologie le permettait. Donc, c'était plus l'exploration à ce moment-là. Après ça, oui, je Ça, dirais, c'est jusqu'à quel âge à peu près? je dirais jusqu'à 9-10 ans. Ouais. Après ça, autour de 11 ans et plus, là, je tombe dans une période plus compétitive où j'ai le goût de devenir excellent à jouer à des jeux vidéo parce que il y a une fierté qui s'installe à être bon à jouer à des jeux. Je dirais que cette période-là est encore en cours, en quelque sorte. Il y a quand même un moment où je dirais que il y avait une période de changement de goût un peu, ou une période de recherche et développement peut-être, ou une période où est-ce que je voulais être plus exploratoire ou expérimental dans qu'est-ce que je testais. Donc ma période indie. Puis là, ben aujourd'hui, je suis dans une période d'intérêt professionnel aussi, là, donc où j'analyse le jeu vidéo en y jouant parce que c'est une déformation professionnelle. C'est rare maintenant que je me fais prendre au jeu d'embarquer et de m'immerser comme je le faisais à l'époque. Ça m'arrive. Puis quand ça arrive, c'est probablement parce que c'est un chef-d'œuvre. Mais je dirais que c'est ça les périodes. Super. Si je vous demande de décrire vos goûts en termes de jeux vidéo, est-ce que vous diriez que vous avez des goûts ciblés, variés, éclectiques? Est-ce que vous jouez à des jeux narratifs dans certains cas, des jeux compétitifs dans d'autres? Assez varié quand même. Ouais. Donc, je tends vers le compétitif quand j'ai rien d'autre à jouer. Donc, tu sais, j'ai des jeux que je joue de manière récurrente, mais je suis vraiment intrigué par les trucs qui prennent le zeitgeist un peu. Là, puis ça arrive, tu sais, assez fréquemment qu'il y a un jeu indépendant qui part en flèche pour une raison X ou Y. Je suis toujours curieux de savoir pourquoi. Donc, j'y joue, je déconstruis son design, je déconstruis sa loupe, tu sais, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a fait que ça a pris feu comme ça. En faisant ça, ben, des fois, je découvre des super jeux, là, évidemment. Puis ça varie beaucoup. Je dirais même que il y a peut-être même, j'ai pas mentionné cette période-là, mais la période de transformer un non-gamer en gamer. Là. Donc, mon épouse aujourd'hui, qui ne jouait jamais à des jeux vidéo avant, a développé un certain goût pour certains types de jeux, donc les jeux plus narratifs, linéaires. Donc, avec elle, souvent, on va s'asseoir, on va jouer ensemble. Elle n'aime pas trop prendre la manette, mais elle aime beaucoup backseat gamer puis me dire quoi faire. Mais c'est une pratique qu'on partage quand même. Donc, ce qui finit par être vraiment beaucoup du corpus de ce que je joue ces temps-ci, c'est des fois, on va partager une expérience narrative, vidéoludique, au lieu que ce soit juste moi qui découvre un nouveau jeu vidéo indie. Mais sinon, ça peut être des roguelikes, des jeux 2D, 3D, des jeux de cartes, des jeux de toutes sortes. Là. C'est assez éclaté. Puis, quand vous faisiez l'acquisition de jeux qui étaient physiques sur cartouche ou sur CD-ROM, on les achetait dans un magasin.
À quel moment est-ce que vous êtes passé aux jeux en ligne? Est-ce que ça a été au fur et à mesure que c'est arrivé ou est-ce qu'il y a eu une période où vous insistiez pour avoir des jeux physiques? Ou... C'est une bonne question. Je dirais que les derniers jeux physiques, ben, je dirais que sur console, ça a été plus tard. Parce que le numérique n'est pas venu sur console avant plusieurs années après le PC. Je dirais que le dernier jeu PC que j'ai acheté, c'était comme un jeu de Blizzard, peut-être l'expansion de Diablo 2, ou quelque chose comme ça, Warcraft 3. Dans ces eaux-là, ça aurait été dans les derniers jeux physiques que j'aurais acheté. Après ça, ben, Steam est arrivé au début des années 2010. C'est là que tout a migré vraiment vers la distribution numérique. Puis une fois que la distribution numérique est arrivée, j'ai vraiment embarqué là-dessus. Mais après ça, sur console, ça m'arrive encore de préférer le physique au numérique. Euh, si ce n'est que d'être capable de prêter le jeu à quelqu'un d'autre une fois que tu as fini d'y jouer. Les jeux sur console tendent à être plus chers aussi. Donc c'est pour ça aussi que tu veux en avoir un petit peu plus pour ton argent. Je pense que donc l'acte de pouvoir le prêter ou de le donner ou de le revendre a plus de valeur à ce moment-là. Est-ce que vous aviez accès à beaucoup de jeux piratés pendant la période de votre enfance sur PC ou sur console? Il y avait le phénomène des mod chips pour la PlayStation, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui circulait autour de vous? Ou... Ça circulait. Moi, je ne l'ai jamais utilisé sur console. Sur PC, je dois avoir craqué quelques jeux à l'époque. Que soit les jeux étaient trop chers ou soit je n'étais pas certain si j'aimerais ça ou pas. Puis bon, la notion de remboursement n'était pas aussi claire qu'elle l'est aujourd'hui non plus à l'époque sur Steam. Donc je pense que ça aurait été plus pour voir est-ce que j'aime ça ou non pour après ça l'acheter comme il faut. Mais ça n'a pas vraiment fait partie de mes pratiques personnelles de craquer. Même aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de gens qui torrentent des films puis des séries télé, mais je suis encore un de ces niais qui achète son abonnement puis qui les fait cycler d'un mois à l'autre, d'une place à l'autre, disons. Fait que, moi, personnellement, j'encourage les développeurs et puis les gens qui créent du contenu, même si c'est des multinationales milliardaires. Est-ce que vous êtes capable de vous rappeler d'un ou plusieurs endroits où vous achetiez des jeux vidéo, boutique ou club vidéo, où est-ce que vous les louiez, par exemple? Je me rappelle du club Vidéotron, je me rappelle des marchés aux puces, je me rappelle avoir été dans des pawn shops des fois aussi parce que, surtout pour les consoles qui dataient un peu plus, c'était plus facile de les trouver là, ou des jeux qui dataient un peu plus. Outre ça, le EB Games, qui était un peu l'homologue de GameStop canadien. Je me rappelle avoir été là, mais c'était surtout avec mes parents que j'allais là. Je pense que ça, c'est ce qu'eux connaissaient comme endroit où acheter un jeu. Donc, s'ils voulaient me faire un cadeau, quoi que ce soit, c'est là qu'on allait. Le bargain bin de Walmart, je me rappelle avoir fouiné là-dedans aussi. Là, il y avait comme un gros panier avec les jeux à 5 puis là, on pouvait genre choisir parmi eux lesquels on voulait. Donc, c'était une entrée peu chère pour être capable de tester quelque chose de nouveau. Ce serait ça mes référents. Avez-vous eu des consoles portables ou ça n'a pas vraiment fait partie de votre parcours, comme la Game Boy, évidemment? Ouais, la Game Boy Color, je me rappelle. Pokémon était vraiment le jeu de prédilection sur ces plateformes-là. Mon frère est peut-être plus de la génération à avoir continué avec la DS et tout le kit par la suite. Moi, j'ai vraiment été PC et puis j'ai jamais été trop handheld par la suite. Même aujourd'hui, il y en a beaucoup de nouvelles consoles handheld là, avec Steam qui est arrivé avec la Steam Deck, par exemple. Donc, je prends de l'avance. Comme développeur, je vois que c'est un marché, on s'assure que c'est compatible. Mais comme joueur, je sais pas quelque chose que j'utilise. Puis, est-ce que vous aviez participé à des événements autour du jeu vidéo, comme des LAN parties, par exemple, ou un club de jeux vidéo à l'école, au cégep ou à l'université, ou des choses comme ça? Jamais un club, mais oui, j'ai fait beaucoup de LAN parties quand on était plus jeune. Les fêtes d'amis, au lieu d'être quoi que ce soit d'autre, c'était des week-ends à gamer. Donc, on installait tous des ordinateurs dans un sous-sol, puis on avait le droit d'être là pendant les 48 heures à jouer à des jeux. Donc, les LAN parties, oui. Quand j'ai plus fait partie de la scène compétitive, il y avait des tournois locaux. Donc là, je faisais partie de ça, qui des fois étaient en physique, des fois c'était en numérique. Le LAN ETS, j'ai compétitionné souvent au LAN ETS. Les DreamHack étaient à Montréal aussi pour des jeux compétitifs, donc j'ai fait partie de ça. MLG, j'ai déjà assisté une fois aux États-Unis. Puis
je faisais partie de la première gang qui. Les tournois de StarCraft étaient présentés dans des clubs à Montréal. Donc, on appelait ça des Barcraft. Puis, on fermait le club pendant un dimanche parce que les dimanches, il était fermé de toute façon. Et puis, on invitait plein de gens pour regarder un tournoi de MLG, par exemple. Donc, j'ai organisé 3 Barcraft avec des gens à Montréal. Donc, j'étais comme un genre de promoteur de club. Ça, on est en quelle année, 2000? Trop tard. Non. Je dirais que c'était probablement seconde. Non, peut-être début du cégep. Donc 2008-ish? Ish, ouais, exact. Ouais. Fait que c'est là que j'aurais organisé ces choses. Bien, évidemment, il fallait que j'aie 18 ans pour être dans les clubs. Là. Donc, ça serait autour de 18 ans. Puis, wow, c'est quand même étonnant. Puis, est-ce que, là, vous avez parlé d'un voyage aux États-Unis pour aller à MLG. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres voyages orientés autour du gaming pour aller visiter quelque chose de particulier, une convention? Pas vraiment. Aujourd'hui, je détourne mes voyages pour rajouter du gaming. Donc, quand moi et ma copine, on a commencé à faire des voyages à l'international, je me rappelle par exemple, on est allé à Rome, puis le Video Game Museum à Rome, le Vigamus, qu'on est allé visiter. C'est le genre de trucs qu'on fait. Donc, s'il y a quelque chose d'unique qui est lié aux jeux vidéo dans une région où est-ce que je m'en vais, ben, je vais faire le détour pour aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, ce genre de choses-là, ça m'arrivait plus souvent. Mais sinon, ben, aujourd'hui, par défaut professionnel, là, je me retrouve dans beaucoup de conventions de jeux vidéo, mais c'est pour d'autres raisons que mon intérêt personnel des fois. Ouais. Est-ce que dernière question dans cette section-là, est-ce que vous pouvez penser à des conflits qui auraient été occasionnés par les jeux vidéo? Soit, ben, quand vous étiez enfant, il y a évidemment toujours la question de va faire tes devoirs toujours après, mais bon, en dehors de ça, disons des choses plus sérieuses, soit dans votre enfance ou soit à l'âge adulte. Ouais. Mes parents ont été, je pense, futés de la manière qu'ils ont traité le jeu vidéo chez nous. La règle, c'était j'avais le droit de jouer comme je voulais tant que mes notes étaient ma moyenne générale était au-dessus de 85 %. Donc, ça m'encourageait vraiment à performer pour garder la liberté de jouer. Donc, tant que les notes à l'école étaient bonnes, il n'y avait aucun problème à ce que je continuais à faire ce que je voulais. Quand je jouais vraiment compétitivement à StarCraft, j'étais au secondaire, puis je me couchais des fois à 1h, 2h du matin en train de pratiquer StarCraft. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui permettaient à leurs enfants de faire ça, mais mes parents ont été cool. J'avais le sous-sol à moi, j'avais le droit genre, de quand me coucher à l'heure que je voulais, tant que j'avais les notes qui suivaient, puis si jamais les notes allaient descendre, c'était très clair que les choses allaient changer. Donc, j'étais hautement motivé de continuer à performer à l'école, ce que j'ai fait. Donc, j'ai jamais vraiment... j'ai été chanceux, là. Je pense que j'ai jamais eu trop de difficultés à l'école. Mais ça a été un grand motivateur quand même de bien performer. Je dirais que jusqu'au cégep où là, bon, je suis rendu un adulte, puis les choses changent un peu. L'impact des parents est moins important à ce moment-là. Mais ouais, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais c'est comme ça que je dirais qu'il y a eu des limites. En termes de conflit, sinon, non, mes parents étaient assez cool. Ils étaient assez cool, puis ils comprenaient que c'était comme important pour nous, puis je pense qu'ils voyaient même de la valeur dans ce qu'on apprenait à travers les jeux. Mon frère a eu une expérience similaire aussi. C'est pas comme si moi j'avais eu toute la liberté puis lui non. Donc on avait été quand même pas mal chanceux de ce côté-là d'avoir eu des parents quand même compréhensifs avec les pratiques de gaming. Aujourd'hui, on parle beaucoup de temps d'écran dans les médias et tout. Je suis plus ou moins d'accord avec beaucoup des points. Je pense que tout temps d'écran n'est pas égal. Mais pour moi, le jeu vidéo, ça a été un grand motivateur dans ma vie. Formidable. Donc, section 6, jeux vidéo et création. Est-ce que vous aviez des activités créatives périphériques avant de vous intéresser aux jeux vidéo? Ou vous en avez toujours cultivé autour du jeu vidéo, par exemple la pratique de la musique ou l'écriture ou quelque chose? Écriture, je pense que oui. Je me rappellerai pas ce que j'aurais écrit, mais c'est sûr que j'étais comme un enfant créatif. Pour moi, je l'ai mentionné plus tôt, mais c'est le tabletop gaming qui a vraiment été la porte d'entrée pour la création. Donc, je me retrouvais dans la dynamique d'être la personne qui amenait des nouveautés dans mon groupe d'amis. Et puis, on jouait des nouveaux board games, c'est moi qui les amenais, des nouveaux jeux de cartes, la Magic the Gathering, c'est moi qui les amenais. Puis, tous les nouveaux fandoms dans notre groupe d'amis, c'est moi souvent qui était l'amorce. Puis à un moment donné, ça a migré vers le tabletop gaming. J'avais joué une partie avec d'autres membres de ma famille. Puis j'avais vu le rôle de Dungeon Master. Puis
De là, mon cousin qui me dit ben, si tu veux devenir un Dungeon Master, il y a ces 3 livres-là qu'il faut que tu achètes, puis que tu lises, puis que tu connaisses par cœur. Fait que là, j'étais comme, inquiète-toi pas, moi, tu les connaître. Là. Fait que là, tu sais, lire toutes les règles, expliquer toutes les règles à tes amis, créer le monde, créer l'univers, puis soudainement jouer, puis là, tout ce que tu avais préparé dans ta tête, ça prend le bord parce qu'ils veulent faire d'autres choses, puis là, tu réalises, OK, les joueurs, ils ont des goûts eux aussi, puis là, il y a comme une dynamique d'impro qui s'installe, puis tous ces apprentissages-là, je trouve qu'ils ont été vraiment formateurs à l'époque. Je pense que je suis un meilleur designer aujourd'hui, du fait que je comprends mieux c'est quoi un auditoire pour en avoir vécu plusieurs différents. Donc ça a été un gros turn-on quand même d'être le designer de l'expérience, puis de plus être le joueur. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 14 ans, je dirais. 13-14 ans. L'arrivée de Donjons et Dragons, 13-14 ans. Exact. Puis vous avez joué jusqu'à... Aujourd'hui. OK, vous n'avez jamais arrêté? Puis, Non, exact. J'ai été DM de manière vraiment régulière jusqu'à ce que je parte Manavoid. Parce que là, bien évidemment, le temps a commencé à moins être là, mais ça m'arrive encore de DMer des parties. Puis aujourd'hui même, je me fais des défis, là, comme ma copine et ses amis qui n'ont jamais joué à Donjons et Dragons. Donc j'ai pris 5 femmes de 30 ans pour leur faire jouer à un jeu qu'ils ne voulaient pas jouer, que je leur ai forcé une première rencontre. Puis après ça, on est rendu à, je pense, une dizaine de parties avec eux. Donc, tu sais, je pense de voir ce déclic-là se faire, c'est quelque chose qui est super le fun. Puis pour la création de jeux vidéo, est-ce que vous avez commencé la création de jeux vidéo avec l'éditeur de StarCraft? Ouais. Donc, ça a été ça le premier contact? Oui, le Use Map Settings de StarCraft a été une révélation. Puis c'était cool parce que c'était un peu comme des jeux indépendants. C'était vraiment plein de créateurs qui faisaient des trucs, des fois qui fonctionnaient zéro, tout buggé. Il y avait du patching qui se faisait, des nouvelles versions. C'était vraiment une scène super vibrante. Il y avait tellement de gens qui créaient du contenu. Puis après ça, il y a des phénomènes qui partaient. Donc, tu sais, Warcraft 3 a suivi aussi par la suite. Puis de là, par exemple, Dota, Defense of the Ancients, qui est devenu le premier MOBA, là, qui était un mode de Warcraft 3. Qui aujourd'hui est comme un des genres de jeux les plus populaires sur la planète. Donc oui, c'était ces éditeurs-là. La notion de professionnaliser, par exemple, le truc, c'est venu quand même tard dans ma vie. J'étais parti pour être un docteur. J'étais allé au cégep en sciences pures pour éventuellement devenir médecin. Puis j'ai fait un pivot assez radical après mes études au cégep vers d'autres trucs pour être capable de finir par faire du jeu vidéo. Donc, ouais. J'arrivais à ce... En fait, bon, j'aurais envie de revenir un petit peu plus sur les années initiales où vous avez pratiqué la création de jeux, mais ensuite, on va se tourner vers ce que vous venez juste de nous dire. Avec StarCraft, avec l'éditeur de StarCraft, pouvez-vous vous rappeler d'une carte ou d'une idée particulière que vous avez réussi à faire dont vous étiez très fier ou qui a été vraiment de la satisfaction? Il n'y a rien que je dirais que je suis fier en fait. Mais quand on jouait compétitivement, on avait des trucs vraiment spécifiques qu'on voulait pratiquer, qui se retrouvaient avec des scénarios à différents moments dans le jeu. Donc, tu sais, mid-game, late-game, où est-ce que tu as un certain niveau de truc qui existe déjà. Puis... Donc, pour se rendre là, il fallait qu'on reparte une partie, qu'on arrive à ce status-là, puis qu'on essaye de faire quelque chose à ce moment-là, ce qui était comme long et lent. La micro aussi était quelque chose qui était plus difficile à pratiquer. Donc, la micro, c'était vraiment de prendre 1 ou 2 personnages ou 3 personnages puis de les bouger vraiment rapidement pour optimiser un micro-combat entre quelques unités versus quelques unités. Donc, j'avais créé des outils au début pour être capable de recréer ces scénarios-là de manière plus efficace pour être capable de pratiquer certains de ces trucs-là. J'avais aussi essayé de créer un genre de RPG où il y avait un peu d'écriture, puis des triggers de musique, puis des quêtes, puis de genre de choses comme ça, de l'expérience. Puis j'avais un peu essayé de mélanger un peu les règles de Donjons Dragons dans StarCraft à l'époque. Je me rappelle de ces deux choses-là, mais ça aurait été joué probablement par moi puis une poignée de gens. Ça n'a pas été quelque chose qui a pris feu, disons, à l'époque. Puis après ces premières expérimentations avec StarCraft, quelle a été votre prochaine, disons, occasion de faire de la création autour du jeu vidéo? Est-ce que c'était un autre mode d'un autre jeu, une autre carte? Ou... J'ai probablement continué à faire des mods dans Warcraft 3, mais je dirais que j'ai pas vraiment pris rien au sérieux en termes de jeux vidéo jusqu'à ce que j'arrive au DSS en design de jeux de l'Université de Montréal. Où là, j'ai pu prendre un peu tout mon bagage de plusieurs types de connaissances passées pour être capable de concrètement se pencher sur faire des jeux comme pratique
éventuellement professionnel. Là. Parfait. Vous nous avez décrit le plan initial qui était de devenir médecin, Ouais. une permutation au cégep, puis on termine après un premier cycle universitaire avec le DESS en design de jeu de l'Université de Montréal. Pouvez-vous revenir un peu sur cet arc narratif-là? Comment vous êtes passé de vouloir faire de la médecine au cégep, il se passe quelque chose et vous vous réorientez? Ouais, je pense que il y a beaucoup de jeunes qui vivent la même chose, mais en sortant du secondaire, tu es un peu laissé à toi-même, puis tu sais pas trop ce que tu veux faire dans la vie. Donc on se retrouve, c'est rare les gens qui savent exactement qu'est-ce qu'ils veulent, sans avoir été mis de la pression de l'externe. Donc pour ma part, j'avais aucune idée, mais j'étais bon à l'école. Mes parents m'ont dit, ben fais ce qui est le plus difficile, comme ça t'ouvre toutes les portes. Donc sciences pures, c'était ce qui était le plus difficile, entre guillemets. Donc j'ai décidé de faire ça. Puis j'ai détesté mon expérience au cégep à cause de ça. J'étais vraiment pas passionné par les sujets, c'est pas quelque chose qui m'intéressait tant que ça. L'idée d'être médecin, c'était presque encore une fois une pulsion compétitive. Tout le monde me disait à quel point c'était impossible d'aller en médecine, à quel point c'était difficile de rentrer dans ces écoles-là. Fait que j'ai décidé de m'essayer à aller là-dedans. Plus que j'en apprenais sur ce métier-là, moins que ça m'enchantait. Être médecin, c'est surtout toucher des vieilles personnes quand tu y penses. Fait que c'est comme pas ce qu'il y a de plus excitant. Puis sérieusement, je commençais aussi à réfléchir à comme le concept d'une vie entière, à tout le nombre d'heures qu'on passe professionnellement à faire notre travail dans la vie. Je dois dire, je regardais la vie de mon père, par exemple, qui travaillait comme un défoncé chez Bombardier, là, des heures de fou, voyageait tout le temps. Évidemment, il fallait qu'il rentre de l'argent pour la famille. À l'époque, ma mère était une femme au foyer. Donc, tu sais, je voulais pas vivre ça. Je voulais pas être pris au travail. Je voulais m'amuser au travail un peu. Donc, le jeu vidéo est devenu un peu l'objectif. J'ai commencé l'université en génie logiciel à l'UQAM. Donc, la programmation me semblait être le chemin le plus direct vers être capable de faire des jeux vidéo. Ceci dit, c'était pas des cours spécialisés en jeux, donc tu te retrouvais à faire des index de dictionnaire, puis des programmes de facturation, puis recréer une horloge en assembleur. C'est comme. Fait que j'ai rapidement perdu intérêt pour la programmation. C'était super démotivant. Donc j'ai vu le programme du DSS en design de jeu, qui était le campus Ubisoft, je pense, à l'époque. Puis je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut pour être capable de rentrer là? J'ai vu qu'on peut passer par cinéma. Je me suis inscrit à la majeure en cinéma. J'avais ma mineure en prog. J'avais transformé ça en certificat. Puis j'ai fait la majeure en cinéma. Dans la majeure au cinéma, c'était pas super motivant non plus par moment. Tu sais, Godard, c'est cool une fois, mais 5 cours de suite à un moment donné. J'étais là pour comme les mauvaises raisons, je pense. Il y a vraiment un art à la cinématographie puis aux études cinématographiques. Moi, j'étais vraiment là dans une pulsion de création. Puis c'est pas ça que ça me donnait. Ceci dit, j'ai trouvé des gens comme moi dans la majeure. Et puis j'ai trouvé des profs aussi intéressés dans le domaine du jeu vidéo qui eux-mêmes essayaient de hacker, je pense, l'université pour être capable de plus parler du jeu vidéo. Ce qui m'amène jusqu'à la fin de mon bac où la mineure en études vidéoludiques est arrivée à l'UDM. J'avais fini mon bac, j'avais pas besoin de faire la mineure, mais je voyais le corps professoral qui était là, ça m'intéressait de la faire. Et puis, j'ai vraiment pas regretté mon expérience parce que ça a été super illuminant. Puis c'est là que j'ai été le plus stimulé de ma vie, je pense, à l'école. Ça aurait été à la mineure. Puis après la mineure, bon, j'avais eu un parcours long à l'université au bac. Puis j'étais allé faire le DSS, qui était vraiment une maîtrise professionnelle, presque d'un an là, en design de jeu. C'est le seul deuxième cycle en design qui existait dans les Amériques à l'époque. Et puis là, c'était comme une excuse pendant un an d'être avec 12 autres personnes qui étaient vraiment focalisées sur faire des jeux vidéo, puis de développer la pratique du design. Pendant que j'étais au DSS en design de jeu, un des professeurs, c'était Louis-Félix Cochon, qui avait un studio à l'époque qui s'appelait Artifice Studio. Il avait sorti un jeu qui s'appelait Sang Froid, qui avait vendu des centaines de milliers de copies. Puis, j'avais un background en prog, j'avais fait tellement de design à cause de Donjons Dragons. Je sentais que j'étais capable de faire ce que lui faisait. La compétition qui revient un peu dans le portrait, mais je me suis dit en sortant de l'université, je pourrais aller travailler chez Ubisoft comme tout le monde, mais pourquoi pas m'essayer? À l'époque,
il n'y avait pas beaucoup de studios indépendants, mais j'avais vu que Louis-Félix, lui, avait réussi à le faire. Puis je me suis dit, ben, si lui est capable, je pense que moi aussi, je suis capable. Fait que je me suis lancé là-dedans. Fait que c'est un peu ça l'arc scolaire. Il y a probablement plein d'autres histoires à raconter là-dedans, mais c'est grosso modo ce qui s'est passé. Je reviens en arrière, au moment où vous êtes au cégep, puis vous vous dites, finalement, ce que j'ai envie de faire, c'est des jeux vidéo. Êtes-vous capable de vous rappeler d'où vous venait l'idée que ça se pouvait, ça, faire des jeux vidéo comme carrière? Ça existait comme métier. Est-ce que vous étiez encore plus jeune que le cégep? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensiez déjà au secondaire? Ou... C'est une bonne question. J'ai jamais pensé à ça. Je pense que oui, ça. Tu sais, il y avait des créateurs qui m'intéressaient. Donc, surtout les créateurs japonais à l'époque, là, j'étais vraiment fan de JRPG. Puis je me disais, c'est tellement incroyable d'avoir fait des aussi grands mondes avec autant de visuels, puis autant de détails, puis autant de soucis de l'expérience. Puis je me disais, waouh, ça doit vraiment être une job super stimulante d'être capable de la personne qui crée ça. Je pourrais pas te pointer le déclic, là. Puis je pense pas que la notion d'argent est importante du tout non plus là-dedans. C'était vraiment de gagner ma vie, c'était assez si j'étais capable d'aimer ce que je faisais tous les jours. Heureusement, les choses se sont bien placées par la suite, là, mais ouais, je pense que c'est comme probablement drôlement l'auteurisme dans les jeux vidéo qui a fait que je me suis attaché à ça. C'est comme tu peux avoir un nom, être un créatif reconnu pour faire des jeux vidéo. Donc, je me suis dit, ah, ben, j'ai le goût d'être un auteur, en fait. Là. Est-ce que vous saviez déjà qu'il y avait des studios à Montréal qui faisaient des jeux vidéo? Avant le DSS, je savais qu'il y avait Ubisoft, puis les gros studios, Warner Brothers et tout ça, mais non, la notion d'indépendant est vraiment arrivée au DSS. Est-ce que vous aviez peut-être l'idée que vous pourriez travailler chez, mettons, Ubisoft, mettons Warner Brothers, et devenir un auteur là, finalement? Oui, mais tu sais, particulièrement lors du DSS, on avait la chance de rencontrer beaucoup de designers de beaucoup de studios différents qui relataient leur expérience. Puis j'avais bien compris que dans une grosse machine, t'es un petit morceau, alors que quand tu crées un jeu indépendant, c'est vraiment tout dépend de toi. Tu sais. Donc, être capable de signer un projet, c'était vraiment dans l'indépendant que tu peux le faire. Je suis aussi quelqu'un qui absorbe rapidement l'information, donc je me suis dit, si je me mets dans une posture où est-ce que je dois tout apprendre pour être capable de faire un jeu vidéo, je pense que je vais être plus pertinent plus vite. Donc, tu sais, l'autodidactie, elle me venait facilement autour du développement de jeu. Donc, j'avais le goût aussi de tout faire. Donc, avec une plus petite équipe, c'était plus facile à faire. C'est évidemment, tu regardes des grandes œuvres qui ont été signées à la Patrice Desilets, là, par exemple, pour un Assassin's Creed ou un Kojima. C'est de plus en plus rare, je pense, aussi dans les plus grandes structures. Puis à l'époque, ça l'était déjà de plus en plus rare aussi. Donc, j'avais le goût d'être un... Tu sais, j'ai toujours été un grand fan de cinéma télé. J'avais le goût de plus être un Tarantino qu'un Spielberg, mettons. Tu sais, j'avais le goût d'être capable de faire quelque chose d'un peu plus différent, un petit peu plus champ gauche. Puis je pensais que ça me donnerait une meilleure chance aussi commerciale, qui était une notion que j'avais déjà en tête au DSS avant de partir de Manavai, notre première compagnie. Je voulais pas juste faire des jeux vidéo, je voulais faire des jeux vidéo qui allaient réussir puis avoir une chance de faire de l'argent. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je pensais qui était peut-être plus simple à faire avec une micro-équipe qu'avec une grande équipe, des coûts exorbitants, puis beaucoup de red tape, puis de limitations. Puis ce que les autres développeurs relataient comme expérience, souvent, c'était comme quand tu es dans une grosse structure, ton carré de sable est vraiment très restreint. Puis quand tu en sors, c'est mal vu, en fait. Donc, je me suis dit que, tu sais, j'ai toujours fait de l'insubordination dans ma vie. Donc, je pense que j'aurais pas été un bon employé dans une grosse structure comme Ubisoft. Puis après ces contacts-là avec des enseignants qui vous ont influencé, qui vous ont permis de voir des choses, certains d'entre eux qui étaient des entrepreneurs eux-mêmes, vous êtes devenu vous-même enseignant? Vous enseignez depuis plusieurs années maintenant? Ouais, depuis 2017. Ouais. Donc, comment est-ce que ce désir-là est arrivé? Comment ça s'est présenté à vous? Est-ce que c'est une façon de boucler la boucle, de redonner au suivant, d'inspirer des prochains? Qu'est-ce qui vous a motivé à jouer un rôle? C'est drôle. Je me rappelle une conversation avec Bernard, justement, à la fin de la mineure, où est-ce que je disais, je devrais-tu faire ma maîtrise puis peut-être devenir prof, en fait, en études vidéoludiques. Il a sagement dit que je devrais pas faire ça, parce que je pense qu'il savait que la pulsion créative était plus forte en moi que même moi je le savais à l'époque. Excuse-moi, je vais prendre une...
Ouais, c'est ça. Il a vu que la pulsion créative était déjà plus forte que moi, je le pensais. Et puis, ben de là, en fait, le déclic, tu sais, je pense, voir d'autres entrepreneurs réussir, c'était sûr que c'était stimulant. Puis, c'est ça, je me rappelle pas trop le sens de la question. Puis finalement, parce qu'on peut très bien être chef de studio et c'est un emploi à temps plein. Donc pourquoi enseigner au Enseigner, suivant? oui. En fait, ben, une des parties au début, c'est juste par la passion de jaser avec d'autres passionnés. Là. Donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être la personne la plus stupide autour de la table. Donc, j'aime beaucoup être capable d'absorber les connaissances des autres. Pour moi, les étudiants, plus souvent qu'autrement, quand je faisais des conférences ou des choses, j'apprenais toujours quelque chose de nouveau. Je me suis dit, ah, ça, c'est une nouvelle expérience que j'ai jamais faite. Donc, déjà, ça me donnait le goût de le faire. Mais ce que j'ai fini par apprendre, c'est que les étudiants me gardaient au courant de ce qui était populaire en ce moment. Donc, alors que moi, je me professionnalise, j'ai moins le temps de jouer ou d'être, tu sais, dans le milieu de l'action de toutes les communautés qui existent. Eux, ils ont encore ce temps-là, ils font partie de ces communautés-là, donc ça me permet de voir qu'est-ce qui est populaire puis qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc ça me, tu sais, d'un point de vue purement égoïste et commercial, ça me donnait du data. Euh, avec le temps aussi, ça me permettait de, moi, peaufiner aussi ma manière d'enseigner puis de bien comprendre les moteurs de jeu. Quand j'enseignais le prototypage de jeu, par exemple, des choses comme ça. Donc déjà, moi, il fallait que je sois meilleur dans mon propre travail pour être capable de bien l'enseigner. Donc c'était comme une motivation additionnelle aussi d'être capable de faire ça. Et puis, ben, aujourd'hui, je le fais juste parce que j'adore enseigner puis de continuer à être au courant. C'est vraiment ça la grande pulsion. C'est pas mal pour ça. Parfait. On passe à la section 8 pour les développeurs et les éditeurs de jeux. Donc là, c'est un petit peu plus du côté des activités professionnelles, on va dire ça comme ça. Besoin d'une gorgée d'eau, on y va? On y va. Parfait. Ma première question, c'est est-ce que vous considérez qu'il y a vraiment une différence entre la pratique professionnelle et la pratique amateur, disons ça comme ça, dans votre pratique à vous? Est-ce que vous vous dites il y a un moment où je pratiquais non professionnellement, puis il y a un début de ma pratique professionnelle, et est-ce que c'est important cette cassure-là? Je dirais que non. Je pense que quand j'ai décidé que j'allais faire des jeux vidéo, l'idée de le faire de manière professionnelle puis de le commercialiser, c'était déjà assez prévalent. Donc, il n'y a pas eu trop de zone grise entre les deux. Là. Je la vois, la zone, là. En enseignant. Tous les étudiants arrivent avec un sérieux différent dans leur pratique. Mais dans mon cas, ça n'a pas été. Ça a toujours été pour le faire professionnellement. Puis, quel serait votre premier projet? Est-ce que dans votre tête, c'est Epic Manager qui était le premier projet de Manavoid ou est-ce que votre premier projet était avant ça? Le premier projet, c'était un jeu coopératif multijoueur de boss rush asymétrique qu'on avait créé lors du DESS. J'ai vu la complexité du multijoueur, puis de la symétrie, puis du balancing, puis toutes ces choses-là pendant ce temps-là. Epic Manager, ça a été le deuxième tir où là, on est vraiment plus focalisé sur qu'est-ce qu'on est capable techniquement de faire bien et rapidement, puis de focaliser un peu nos énergies sur ça, qui a aussi été un calvaire de scope. Mais on a appris beaucoup à travers l'expérience, mais on avait la capacité technique de livrer le projet qu'on avait en tête pour la première fois. Donc ça aurait été, mettons, le premier projet réellement commercial. L'autre aura été un attentat de projet commercial qui aura foiré lors de l'université. Puis c'est à ça que ça sert à l'université, c'est de tester ses limites. Donc je dirais Epic Manager pour commercial, mais le premier qui avait comme l'intention d'être quelque chose de vraiment le fun puis potentiellement commercial, c'était cet autre jeu-là. Comment comment vous vous projetiez dans votre travail que vous visiez à occuper en jeu vidéo? Est-ce que au niveau du métier, de la spécialisation, du travail comme tel qu'on allait faire à la semaine, est-ce que vous vous voyez déjà plus comme un gestionnaire? Est-ce que vous avez décidé de vous concentrer plus sur le côté design, programmation, artistique? J'ai redécouvert un amour pour la programmation quand je l'ai faite pour des jeux vidéo, vraiment concrètement. Il y a quelque chose dans la gratification instantanée dans un moteur de jeu où tu peux coder quelques lignes puis soudainement tu vois l'impact tout de suite dans un jeu. Donc c'est des loops de rétroaction positive continuellement que je trouve qui sont super stimulantes. Donc j'avais comme vraiment le goût de techniquement me projeter dans un jeu. Ce que j'ai fait avec Epic Manager beaucoup.
par la bande, c'est quand tu as ton studio, c'est toute tâche connexe. Là, donc, soudainement, tu te retrouves à faire de la tenue de livre, du développement des affaires, faire un plan financier, un plan d'affaires, faire des pitchs, toutes ces choses-là, c'est des trucs qui sont venus un peu comme un mal nécessaire dans le premier projet. Mais de faire le design puis de faire la programmation, c'est ce qui m'intéressait le plus. Les visuels, ça n'a jamais été ma force. Donc, c'était même pas dans le spectre de ce que ça me tentait de faire. Mais le côté technique, définitivement. Donc, c'était l'idée d'être capable d'implémenter quelque chose qui fonctionne, puis d'être responsable de toute l'architecture de l'expérience interactive, puis d'être responsable du timing, de s'assurer que toutes les choses fonctionnent. C'est là que vous trouviez une satisfaction. Oui, puis je pense que lors du DESS, une chose que j'ai réalisée, c'est beau de designer sur papier un truc, mais la personne qui va l'implémenter va le faire comme elle la veut. Donc, il y a quelque part, c'était aussi une manière, avoir la pulsion technique, c'était aussi une manière de garder le contrôle sur l'expérience de ce que moi je voulais que ça soit. Ce qu'aujourd'hui on a appelé le privilège du programmeur à l'interne. On essaie de faire attention avec ces choses-là. Mais ça, c'était une des raisons aussi pourquoi je voulais avoir les mains dans le technique, parce qu'après ça, ça me donnait un peu plus de contrôle quand même sur le produit fini, m'assurer que c'était à la manière que moi je voulais que ça soit fait. Bon, un peu comme être à la fois l'architecte et le contremaître de chantier en même temps. Exact. Ouais. Puis je pense que sur des micro-équipes, la notion de gestionnaire est comme un peu inutile. Gestionnaire de quoi ou de qui, là, quand on est 3 personnes dans un 2,5 à Montréal-Nord en train de faire un jeu. C'est pas là qu'on va déployer notre leadership ou notre capacité de gestion. Donc, on a appris plus dans la gestion d'entreprise, définitivement. Mais moi, en tout cas, tout mon bagage de gestionnaire est arrivé beaucoup plus tard dans la vie du studio. Une fois que j'ai racheté mes partenaires, puis que j'ai rebooté Manavoid avec des nouveaux partenaires, puis qu'on a réussi à lever beaucoup de financement, puis on a grandi l'équipe à des gens, à des nombres significatifs, mais là, quelqu'un devait prendre le gouvernail, puis c'est à ce moment-là qu'il a fallu que je ramp up dans toutes ces autres compétences-là. Est-ce que vous l'avez pris comme une opportunité ou comme un mal nécessaire ou comme un sacrifice pour l'équipe ou comme un... J'ai jamais pris ça comme un sacrifice. J'aime ce que je fais. C'est un autre type de défi. C'est sûr que comme la pulsion créative est toujours en moi, puis j'ai comme moins de manière aujourd'hui de la sourire. Quoique, je suis toujours la personne qui finance le projet. Donc, je vais être là pour les briefs initiaux, pour la vision du projet, pour s'assurer qu'on a un bon fit avec le marché. Mais après ça, je dois faire confiance à mes équipes créatives qui sont capables de le livrer par la suite, sachant que moi, il faut que je pense au prochain déjà pour être capable de continuer la roue, surtout au nombre où on est rendu dans le studio. Donc, j'ai jamais vu ça comme un mal nécessaire, j'ai jamais vu ça comme une punition de le faire. J'adore ce que je fais, mais c'est sûr que c'est différent. Là, que, le rêve d'être un auteur du jeu vidéo, je l'ai laissé aller. Aujourd'hui, je m'assure qu'on a les ressources nécessaires pour être capable d'arriver au bout des jeux qu'on veut faire. Puis je mets le jeu dans la meilleure posture possible pour être capable d'avoir le plus d'impact dans la vie des gens, puis d'avoir l'auditoire le plus grand possible. Donc, c'est là que je tire mon épingle du jeu. Donc, ma boucle de rétroaction est beaucoup plus lente aujourd'hui, parce que je finance un projet, puis 2 ans plus tard, on va le lancer. Donc, c'est là qu'on va voir l'impact de tout ce que moi, j'aurais fait de mon côté là, dans le projet. Mais dans le day-to-day, nos employés sont heureux, puis on a de l'argent pour être capable de continuer à opérer. Donc, ça, c'est valorisant aussi. Est-ce que ça fait du sens pour vous de découper votre carrière professionnelle en jeu vidéo en différentes périodes? Ou est-ce que vous êtes toujours dans la première période ou comment vous voyez Je pense que oui. Je dirais que la première période était vraiment très expérimentale et exploratoire. On savait pas ce qu'on faisait. On savait pas que c'était impossible, en fait. Donc, dans cette pulsion un peu de niais, là, de partir un studio puis de faire un RPG comme premier jeu, on a réussi à le lancer puis on a réussi à faire de l'argent avec, mais ça a été de peine et de misère quand même. Donc, je pense que la notion d'entrepreneuriat aussi nous a appris beaucoup de choses. Les partenaires avec qui j'ai commencé, on était tous égaux, puis on voulait vraiment une structure horizontale dans la prise de décision. Ça, c'est quelque chose qui est cute en enfance, genre d'un studio, mais que tu réalises rapidement que c'est pas efficace de travailler comme ça. On a fait beaucoup de contrats de service aussi en marketing, puis
Puis, la sécurité d'avoir de l'argent qui rentre stable versus l'insécurité de développer un jeu pendant 2 ans puis prier qu'il va vendre. C'est pas pour tout le monde, cette prise de risque-là. Donc, c'est ça qui a donné lieu, en fait, au rachat de mes partenaires en 2017, où eux voulaient faire du service, puis moi, je voulais faire des jeux. Donc, on avait un disconnect à ce moment-là, donc j'ai racheté leur part. Puis, je suis reparti à zéro avec Manavoid. Donc, ça, je dirais que c'est une nouvelle époque à ce moment-là, où j'ai plus pris au sérieux le côté entrepreneurial. Donc, tu sais, comment faire une levée d'argent, comment se présenter de la bonne façon, comment faire un bon pitch. Je me suis entouré de bons partenaires aussi pour être capable de faire ces choses-là. Puis aujourd'hui, je dirais qu'on est peut-être dans la troisième époque, qui je dirais, depuis 2020, là, depuis le début de la pandémie, où là, tu sais, on a fait un projet d'envergure, on a appris énormément de choses pendant ce temps-là. On est tombé dans du multi-projet, puis j'ai compris toute la difficulté de faire ça. Aujourd'hui, j'ai un œil beaucoup plus macro sur le développement de jeux. Je suis plus aussi attaché à un produit en soi. Je suis comme plus attaché à la vision de l'entreprise dans le long terme, puis comment est-ce qu'on est capable de, potentiellement dans 10 ans, avoir du succès, mais de commencer à mettre les pierres angulaires aujourd'hui. Donc, c'est là que je dirais qu'il y a une grosse différence. Comment est-ce que vous décririez votre milieu de travail? Parce que vous n'êtes pas un employé dans un studio, donc est-ce que c'est les relations avec d'autres entreprises, avec les employés, avec les... Comment est-ce que vous envisagez votre milieu de travail à vous? Ouais, ben un peu comme dans ma pulsion personnelle, je voulais pas avoir l'impression de travailler à tous les jours. On a créé un climat où je pense que c'est un peu ça qu'on essaie de relater. Donc, la grande majorité de nos studios sont 4 jours semaine. Donc, on essaie vraiment de trouver le jeu entre le bien-être à la maison et le bien-être au travail. Des assurances collectives super avantageuses. Donc, on a une cuisine communautaire. On essaie de réduire la barrière mentale de juste aller au travail le matin. Donc, tu n'as pas besoin de penser à ton déjeuner ou à ton lunch. Il y a des trucs pour toi au bureau. Donc, c'est de réduire le plus possible la friction entre le fait d'être en train de travailler puis d'avoir l'aspect un peu plus créatif de la chose. Donc, ça, c'est le climat qu'on voulait créer. Évidemment, aussi, la bienveillance, c'est quelque chose qui est dans nos valeurs, là. Donc, être capable de faire des jeux bienveillants, être capable d'avoir de la bienveillance envers nos employés. Ça reste risqué ce qu'on fait, ça reste difficile de faire des jeux vidéo indépendants, ça reste que c'est pas tous les jeux qui vont avoir du succès, mais d'essayer d'être pérenne dans la manière qu'on fait les choses pour être capable de créer le plus de stabilité possible pour les gens avec qui on est. C'est quelque chose qui est une considération tout le temps. Puis l'idée de l'Indie Asylum, qui est l'accélérateur qu'on a fini par créer, c'était aussi dans cette idée de dérisquage-là, donc être capable d'avoir plusieurs studios qui mutualisent leurs coûts, plusieurs gens qui collaborent puis qui sont transparents avec les jeux qu'ils lancent pour être capable d'apprendre plus rapidement avec le lancement de chaque jeu. Ça faisait partie de l'ADN un peu de ce qu'on voulait créer depuis le début. Donc, c'est un studio tout seul, dans ce côté, faire un jeu vidéo, va apprendre des choses avec son lancement qu'il va juste pouvoir réappliquer dans 2-3 ans avec son prochain lancement. Moi, je lance 8 jeux par année. Donc, je suis capable d'apprendre énormément plus avec des niches vraiment radicalement différentes, que ce soit la réalité virtuelle, des jeux narratifs, des jeux multijoueurs, etc., etc. Donc, tout ça, c'était un peu la raison pour laquelle on a créé un peu ce hub où il y a un collectif qui s'est construit hyper collaboratif. Donc, c'est une communauté de gamers, en fait, puis de gens qui sont sérieux dans la démarche de créer un studio de jeux vidéo, pas juste de créer un jeu vidéo. Donc, c'était vraiment ça un peu le thinking derrière. Puis pour être capable d'en arriver là, ben, c'était d'aider les autres à se rendre au niveau où est-ce que moi j'étais. Donc, c'était de leur éviter toutes les cicatrices que moi j'avais accumulées à travers les années. C'était de faire un peu d'investissement dans ces studios-là pour leur donner un coup de pouce au début. Puis c'était de créer un micro-programme qu'on a fini par faire avec Lucat en jeu vidéo indépendant pour être capable de leur donner tous les outils que moi j'avais pas quand j'ai parti Manavoid. Qui sont pas les côtés sexy de faire du jeu vidéo. Donc, les gens sont super bien formés dans l'université sur comment faire des jeux. C'est plus tout le côté pas sexy de faire ta tenue de livre, faire tes RH, faire ton plan d'affaires, administrer une compagnie, puis de savoir tout ce que ça veut dire. C'est des trucs qui sont en fait beaucoup plus cruciaux pour être capable de réussir qu'on pense. Puis on voit les résultats là, dans tous les studios qu'on a supportés dans l'Asylum. À date, il n'y en a aucun qui a fermé depuis qu'on le fait en 2017. Donc, on cogne du bois là, que ça continue comme ça, mais on voit l'impact. Alors, ma question est vraiment pour Christopher Chansey, pas spécifiquement pour Manavoid Entertainment, ni spécifiquement pour l'Indie Asylum, bien que c'est probablement des vecteurs à travers lesquels la question peut être développée. Mais quel est l'impact ou l'effet
que vous recherchez à travers la création de jeux vidéo? Pourquoi vous créez des jeux vidéo? Qu'est-ce que vous souhaitez créer avec ça? Qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans? C'est drôle, hein? Je pense que on juxtapose souvent l'art du jeu vidéo puis le côté mercantile de la pratique de créer un jeu vidéo. Les deux sont drôlement comme mis à l'opposé, alors que je trouve qu'ils sont plus congruents qu'on pense. Le but, c'est de rejoindre un auditoire le plus grand possible, dans tous les cas. Que tu fasses de l'art ou que tu veux faire de l'argent en jeu vidéo. Pour moi, c'est vraiment ça le but, c'est d'être capable de rejoindre le plus grand auditoire possible, euh, avec un produit qui est différent, ou qui est innovant, ou qui propose quelque chose qui n'a jamais été vu. C'est un peu ça, tu sais, la pulsion derrière ce qu'on fait. On a, tu sais, j'ai collaboré sur probablement une quinzaine de jeux là, dans ma carrière jusqu'ici, à travers tous les studios que je supporte. C'est directement les miens. C'est sûr qu'on a rajouté, mettons, une notion de bienveillance additionnelle. Notre premier, tu sais, un des jeux qu'on a lancé, Rainbow Billy, par exemple, c'est axé sur la non-violence. Tu sais, il y avait de la représentation de genre dedans. Pas quelque chose qu'on essaie d'être tu sais, moralisateur en le faisant, mais juste quelque chose pour avoir de la représentation. Tu sais. Donc, la non-violence dans les jeux, c'est quelque chose qui est rare. Donc, on se retrouve à être un peu contre-culture, un peu punk à certains égards, à faire ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui a permis à travers tous les types de jeux qu'on fait. On n'est pas vraiment dans les jeux de grande violence ou quoi que ce soit. Ce qui, des fois, fait une défaveur au côté commercial. Il y a beaucoup de ces types de jeux-là qui tendent à vraiment bien fonctionner aussi. Mais on trouve ça important de faire des choses différemment aussi. Donc, j'ai été un peu confronté plus récemment à la notion de culture du jeu vidéo versus la technologie du jeu vidéo. Donc, j'ai vraiment... Je vois le jeu vidéo comme un produit culturel. Donc, c'est pas juste un bout de code qui fait rien, c'est une image ou un message que tu peux faire passer à travers. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire à travers nos jeux aujourd'hui, c'est d'avoir un impact chez le plus grand auditoire possible. Un impact, comment je dirais ça? Est-ce qu'il y a une direction, une cohérence, un mot d'ordre, une valeur importante, cardinale, ou est-ce que chaque projet, ça se rediscute, ça se renégocie? Ça se renégocie. Si l'art est un reflet d'où on est en tant que société, je pense que c'est important de toujours un peu se remettre un peu un centre avec chaque projet. Tous les genres de jeux qu'on fait, si on regarde le pedigree de Manavoid particulièrement, c'est plusieurs genres de jeux très différents. Ce qui n'est pas, encore une fois, la meilleure idée d'un point de vue commercial, parce que c'est pas comme si on réutilise un auditoire, on réutilise la technologie, on réutilise des savoir-faire. Il y en a certainement, là, mais à chaque fois, on réimagine un peu un type de jeu différent. Pendant longtemps, la vision et la mission de Manavoid qu'on s'était doté, c'était de mélanger des genres de jeux de manière innovante pour être capable de rejoindre un auditoire de plus en plus grand. On re-questionne cette vision-là cette année, en fait. C'est la première fois qu'on réfléchit un peu plus à qu'est-ce qu'on est bon à faire, qu'est-ce qui n'est pas encore sur le marché, qu'est-ce qui nous permettrait d'être vraiment différent ou dans un océan bleu là, qui frapperait peut-être un moins grand auditoire, plus niché, mais qui serait capable de vraiment proposer quelque chose de super spécial pour eux. Donc, on est un peu dans ce processus de réflexion-là là, avec les prochains jeux. On en a déjà en production, là, puis on regarde déjà là, pour passer 2027, Manavoid va ressembler à quoi. Ça va être un nouveau cycle qui recommence, puis on est excité de la direction que ça va prendre. Super. Vous êtes bien au courant de l'industrie au niveau international. Est-ce que comment vous décririez la réalité des studios et du travail dans le jeu vidéo au Québec? Est-ce qu'il y a un caractère distinctif? Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce qu'il y a des manières distinctives de faire les choses ou des réalités du travail différentes d'autres environnements? Ça fait plus de 30 ans qu'on fait des jeux vidéo au Québec. Donc, il n'y a pas tant de place sur la planète où est-ce qu'on peut prétendre dire ça. T'sais. Donc, on a le plus de développeurs per capita à Montréal que n'importe où sur la planète. On a parmi les plus grands studios au monde qui se sont installés ici pour faire des jeux. Donc, c'est sûr que ça a un impact immense sur les jeux qu'on fait. On a aussi, je pense, 75 institutions, cégep, universités qui forment un 1000 étudiants par année là, qui rentrent dans l'industrie. Donc, côté main-d'œuvre, je dirais qu'on a vraiment de l'excellence qu'on peut trouver ici, puis de l'expérience qui se trouve peu ailleurs. Je dirais que dans les genres qui se font au Québec,
sont très influencés par les grands studios qui ont fait émerger l'industrie, donc les Ubisoft, les Warner Brothers et Square Enix. Donc on est dans le jeu troisième personne aventure, open world. C'est la grande force de ces studios-là. Donc on l'a vu quand il y a des studios indépendants qui finissaient par émerger là, dans l'industrie. C'est souvent vers ça qu'ils migraient organiquement parce que c'est ce qu'ils connaissaient. Donc Panache, par exemple, qui est le studio de Patrice Desilets. Bon, c'est pas surprenant le genre de jeu qu'ils font, c'est dans ce qu'ils connaissent. Donc je pense qu'on est vraiment bon à faire ce genre de jeu-là. La grande force du Québec, c'est la production, parce qu'on a un crédit d'impôt qui s'est installé en 1997 qui nous permettait d'accélérer la production puis d'encourager la production ici. Ceci dit, ce crédit d'impôt-là n'a jamais touché au marketing, au financement, à l'éditorial. Donc, toutes les décisions autour de comment vendre un jeu vidéo ont toujours été prises à Paris, aux États-Unis, à Londres ou ailleurs. On n'a jamais développé cette expertise-là au Québec. Donc, ce qui nous rend unique sur la planète, je dirais, en résumé, on est excellent à faire des jeux. On a des talents uniques. On a un pool de talents qui a de l'expérience de fou, mais on n'est vraiment pas très bon à vendre des jeux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est plus émergent. Et puis, en termes de studios indépendants aussi, on en a plus de 350 de répertoriés aujourd'hui sur le territoire québécois. On a fait le pivot, là, aujourd'hui. 86 des studios sont des studios québécois qui créent la propriété intellectuelle. Donc, on est passé d'une économie de services aux grands studios internationaux à une économie de producteurs puis de contrôleurs de propriété intellectuelle. Mais pour contrôler ta propriété intellectuelle, il y a beaucoup de choses à savoir, des choses qui ne s'enseignent pas encore dans les écoles, des choses dont on n'a pas encore des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc, tout ça, c'est nouveau dans l'écosystème. Puis, qu'est-ce que vous envisagez comme avenir pour l'industrie? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait plus d'abord d'enseignement, de relève, d'échange, de transfert d'expertise? Est-ce qu'il faudrait une intervention au niveau politique? Est-ce qu'il faudrait un regroupement? Parce qu'il y a quand même la guilde qui est assez unique au monde Ouais. en termes de... Je ne sais pas si vous pouvez nous décrire un peu la guilde aussi en même temps. Oui, bien, la guilde, j'ai fait partie des studios fondateurs de la guilde en 2015. C'était initialement un regroupement de studios indépendants qui voulait avoir la représentation parce qu'il n'y avait que les grands studios là, qui parlaient avec les gouvernements à l'époque. Donc, on était une trentaine de studios initialement, quelques centaines d'emplois à la guilde. Jusqu'à 2020, la guilde a grandi à 180 studios, plus de 3000 emplois. Et puis, à ce moment-là, il y a eu une fusion avec les grands studios. La guilde est devenue la guilde du jeu vidéo du Québec, pas juste des indépendants. Donc aujourd'hui, la guilde, c'est vraiment l'industrie en entier. Puis leur job, c'est vraiment de veiller au bon fonctionnement de l'industrie au Québec, faire le lobby s'il faut, d'être capable de avoir des ressources puis des événements là, pour les indépendants aussi, pour leur formation et tout. Donc la guilde en gère large. Contrairement à l'Indie Asylum, qui a vraiment un mandat très clair d'aider des studios champions québécois là, de faire mieux. Donc c'est plus concret, disons. La question était... Donc, comment est-ce qu'on peut entrevoir l'avenir de l'industrie et par quel canal est-ce que ça passe? Intervention gouvernementale, structuration du secteur? Donc, c'est drôle de poser cette question-là en 2025, alors que c'est probablement la pire année en termes de perte d'emploi du jeu vidéo. Je pense que c'est important d'avoir de la perspective quand même macro. Là. Donc, en 2019 versus 2025, on a quand même grandi comme industrie de manière significative. Mais c'est sûr que dans les 2 dernières années, il y a beaucoup moins de financement qui se donne dans l'écosystème. Les financements gouvernementaux, comme le Fonds des médias du Canada, stagnent dans leur budget, alors que l'industrie grandit. Je dirais que le crédit d'impôt a été coupé aussi au Québec, donc de manière significative pour les indépendants. Donc, c'est presque 50 % de moins dans certains cas pour les studios indépendants qui vont aller chercher. Donc, ça leur permet de prendre moins de risques. La manière que les crédits d'impôt sont structurés, ça décourage aussi l'embauche de juniors. Donc, toutes ces choses-là sont assez négatives. C'est sûr que si on veut prendre un prochain step, si, mettons, aujourd'hui, on est dans le top 5 au monde, dans les endroits où faire des jeux vidéo, puis on veut devenir le premier, ben restaurer le crédit d'impôt, c'est la première étape, puis peut-être même l'élargir au poste qui inclut le marketing, la distribution, l'éditorial, l'édition, toutes ces choses-là. Ça, ce serait important de commercialiser les jeux, qui soit aussi important que les produire, d'encourager ça. Je pense que c'est là que le gouvernement peut vraiment avoir un impact. En tant que
que développeur, après, je pense qu'il faut réaliser aussi où l'industrie est rendue. On est bombardé de contenu aujourd'hui à tous les jours, que ce soit Netflix, Amazon Prime, Disney+, Steam, qui a 15 000 jeux par année qui sortent maintenant. Donc, on n'est plus dans la même dynamique que je l'étais quand j'ai parti mon studio initialement, où on proposait quelque chose de nouveau, puis on était le nouveau jeu du jour. Puis on était sur la top banner de Steam pendant 4 jours, puis ça faisait des ventes parce qu'on était quelque chose de différent. Aujourd'hui, il faut vraiment mieux connaître son auditoire. Il faut vraiment avoir tous ces connaissances-là là, de comment bien mettre de l'avant son jeu, de le rendre découvrable, puis d'avoir cette sensibilité-là aussi pour la commercialisation. Donc, je pense que ce qu'on voit maintenant, c'est la prise de risque qui descend un peu en ce moment, vu que les investissements ont ralenti, mais c'est cyclique. Donc, ça fait 12 ans que je fais des jeux vidéo. J'ai déjà vu les cycles passer. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien, mais il y a toujours des opportunités à aller chercher. On tend à avoir des plus petites équipes qui prennent donc moins de risques financiers parce que c'est plus gérable. Donc, on peut parler de triple A versus indépendant, mais entre les deux, il y a toujours eu le double A qui était un créneau qui était vraiment payant pendant longtemps. Aujourd'hui, le double A est très découragé. Puis on le voit aussi dans le cinéma. Donc, tu vas avoir le blockbuster Marvel à 100 millions et plus, puis tu vas avoir le A24 à 5 millions et moins. Mais l'entre-deux est très inconfortable parce que si tu fais un budget de 40 millions, on te compare avec les Marvel, puis tu n'as pas l'avantage, en fait, du A24. Donc, le middle ground commence à être plus difficile ou plus fracturé, je trouve, dans le jeu vidéo. Ce qui est comme cool, à quelque part. Ça veut dire qu'il y a quand même de la place pour les grandes productions à la Grand Theft Auto 6, qui n'est pas sorti encore, mais qui va être un succès garanti. Et le studio de une ou deux personnes qui fait quelque chose de vraiment différent dans leur sous-sol. Puis on voit des cas de succès comme ça, les Baldur's Gate 3, puis après ça, tu as Balatro. Puis récemment, il y a un jeu qui s'appelle The Blueprints qui est sorti, qui était une toute petite équipe, mais qui ont travaillé sur un jeu pendant 5-6 ans, puis ils ont vraiment play-testé jusqu'à ce que le jeu soit parfait. Puis on voit plus de cas de succès, je trouve, comme ça. Fait que je pense que l'âge d'or du jeu vidéo est un peu derrière nous. J'ai pas l'impression que ce qu'on vit en ce moment va changer. Au contraire, la démocratisation des outils avec l'intelligence artificielle et tout fait juste accélérer en fait le développement de jeux vidéo. Puis la compétition risque d'être plus féroce dans le futur. Donc on doit être lucide avec ça. Comme on doit être lucide en cinéma et en télé. C'est difficile de réussir en cinéma et en télé. Mais quand tu réussis, ça peut être quelque chose de très, très grand. Puis après ça aussi, à un niveau gouvernemental, il faut réfléchir à c'est quoi le futur des médias en général. Donc, le jeu vidéo est une industrie hyper rentable. Donc, c'est 1,4 milliard de dollars qui rentrent par année au Québec seulement en revenus. Puis, c'est 90% de l'argent d'ailleurs. Donc, c'est comme une super belle industrie dans laquelle être. Quand on compare ces chiffres-là à qu'est-ce qu'on va chercher en cinéma ou en télé, évidemment, le jeu vidéo génère beaucoup plus d'argent sur la planète. Ceci dit, les budgets qu'on donne au cinéma et à la télé au Québec et au Canada sont 8 fois plus grands que ce qu'on donne aux jeux vidéo, alors que les revenus générés sont 8 fois plus grands aux jeux vidéo qu'en cinéma. Donc là, on est un peu en train de réfléchir à un shift. Si on voit le jeu vidéo comme un produit culturel, ben, si c'est devenu le produit culturel le plus payant et efficace, peut-être qu'on devrait commencer à réfléchir à pivoter doucement l'industrie culturelle vers le jeu vidéo. J'ai l'impression que je vais le voir de mon vécu. J'ai pas l'impression que ça va se faire en claquant des doigts dans les prochaines années. Mais c'est comme inévitable, à mon avis, qu'il va y avoir un balancement à ce niveau-là, juste parce que l'argent le suggère. Est-ce que vous voyez ce mouvement-là vers la reconnaissance du jeu vidéo comme pratique objet culturel plutôt qu'objet logiciel, technologique? Est-ce que vous la voyez autour de vous? Est-ce que ça fait longtemps que vous voyez ça? Puis votre position à vous là-dessus, elle semble assez claire, là. C'est-à-dire que probablement qu'on se dirigerait vers ce genre de considération-là. Oui, je pense que c'est à double tranchant. En ce moment, au Québec, l'industrie du jeu vidéo relève du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, on est vu comme un produit technologique qui est payant. Donc, fournisseur d'emploi dans des industries propres. Exact. Donc, les avantages de ça, c'est qu'encourager une industrie payante, le ministère de l'Économie a beaucoup plus d'argent que le ministère de la Culture, donc il y a des avantages à être considéré ça.
Le désavantage, c'est quand on regarde justement tout ce qu'on offre en culture, ben, on n'est pas éligible souvent dans ces enveloppes-là parce qu'on n'est pas considéré de la culture. Donc, tout dépendant de l'intention d'un studio qui va à gauche ou à droite, ben, ça peut avoir un impact majeur là, sur sa capacité de se financer. Donc, c'est là qu'on voit que ça peut faire mal. Donc, à terme, ce serait intéressant de voir ces changements-là se déployer, puis d'être capable de voir l'industrie un peu comme les deux, puis d'être capable de faire la part des choses, puis d'être lucide sur le jeu vidéo. Pour l'instant, la bureaucratie fait que des fois, on tombe entre deux, puis on n'a pas vraiment de maison. J'espère que ça se règle dans le futur. Un niveau, oui, au Québec, mais au fédéral aussi, là, je pense que c'est important de positionner là-dessus. Au fédéral, le Fonds des médias du Canada est un des grands vecteurs de financement, justement, pour les jeux vidéo. Puis ça relève du ministère de la Culture. Donc, on voit déjà là la bicéphalité un peu, là, à niveau gouvernemental. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on est. Puis, dépendant du jour, ça peut nous nuire comme ça peut nous servir. Donc, c'est dur de faire le changement à ce statut aussi tant qu'on n'a pas réfléchi intelligemment à l'affaire. De votre expérience avec notamment la Guilde du jeu vidéo, puis votre position à observer l'industrie, comment est-ce qu'on peut réfléchir à des grandes catégories de studios ou d'entreprises au Québec? On a souvent l'idée qu'il y a des développeurs, il y a des éditeurs. Au Québec, il y a peu ou pas d'éditeurs, indépendants d'un développeur, disons. Mais est-ce qu'il y a d'autres structurations qui font plus de sens? Par exemple, des développeurs de propriété québécoise, des développeurs québécois avec des activités dans d'autres secteurs comme l'audiovisuel versus des développeurs qui sont plutôt du côté logiciel. Ouais. Est-ce qu'il y a des regroupements ou des types ou des catégories comme ça qui font du sens? Je dirais le studio AAA est une catégorie évidente. Là. Après ça, Qu'on mesure par l'ampleur des projets ou par le nombre d'employés ou par le... c'est la question éternelle. Je dirais un all of the above. Il n'y a pas une entité sur la planète qui stamp un studio AAA versus AA. Là. Mais je dirais des grands budgets, des grandes équipes, et puis souvent notre décentralisation de la prise de décision, où on n'a pas vraiment le contrôle créatif sur quelque chose nécessairement. Moi, je dirais que ce serait ça, le AAA. Donc, le AAA, évidemment, est une catégorie. Moi, j'appellerais un studio mature. Donc, un studio qui a déjà lancé un jeu, a eu du succès, est en train de lancer un deuxième jeu. On peut penser dans cette catégorie-là à Thunder Lotus, Red Barrels, Northfell, Sabotage, Nine Dots. Ce genre de studios-là là, qui ont vendu des centaines de milliers, voire des millions de copies, mais puis là, ils sont dans une roue très pérenne. Il y a des studios en croissance. Je dirais que Manavoid se retrouve probablement là-dedans. Donc, pas d'énorme succès jusqu'à date. C'est quelques centaines de milliers de copies ici ou là, mais pérenne. Donc, on est en train de grandir nos affaires, on réfléchit aux prochains jeux qu'on veut faire, etc. Et puis, les studios indépendants qui sont plus mode start-up en démarrage. Il y a des studios de services aussi à considérer dans tout ça. Là. Donc, il y a des services en développement, donc des gens qui font de la programmation, de l'art, du design, etc. Mais il y a aussi tous les services hors développement qui pourraient être le QA, la musique, la localisation, ce genre de choses-là. Ce serait un peu ça les grandes catégorisations du type d'entreprise qu'on peut voir dans l'écosystème actuel. Parfait. On enchaîne sur la section 9, sur papier, mais dans les faits, ça fait un bout de temps qu'on en parle, de jeux vidéo au Québec, avec des questions un petit peu plus ciblées. Est-ce que le principe ou le concept ou la séparation de jeux vidéo québécois versus d'autres jeux vidéo non québécois fait du sens pour vous? Puis c'est basé sur quoi? Sur le développeur, l'éditeur? C'est drôle, mais je pense pas. Je pense qu'on n'a pas une signature encore québécoise claire, disons. Je pense que quand on voit le jeu vidéo à l'international, les gens reconnaissent qu'un jeu du Québec est un jeu de qualité. On est un peu regardé comme le Hollywood du jeu vidéo. Tout ça, c'est indéniable. Quand on va dans les conférences internationales, on voit qu'il y a un gravitas qui vient avec le fait d'être un studio québécois. T'es pris au sérieux. On sait que c'est pro. On sait ce qu'on fait ici. Ceci dit, je dirais pas qu'on a notre équivalent d'un JRPG, ou quelque chose qui serait comme ça, c'est un type de jeu qui sort du Québec puis ça paraît. Les jeux qu'on fait sont très créatifs, sont très variés. On innove énormément au Québec aussi parce que le crédit d'impôt nous permettait de le faire. C'est encourager aussi l'innovation. Au niveau du Fonds des médias du Canada, c'est littéralement un des critères fondamentaux sur lesquels ils se basent pour être capable de financer un projet. Ce qui fait qu'on finit par avoir des projets qui sortent du champ à gauche, qui sortent du lot. Ce qui peut être une bonne chose et une mauvaise. Une bonne chose dans le sens que ça nous donne des accroches pour être capable d'intéresser les joueurs sur nos produits.
Une mauvaise, parce que des fois, on perd les référents qui font qu'un jeu vidéo pourrait fonctionner. Nous, à l'interne, on utilise beaucoup le terme du 10% d'innovation maintenant, parce que quand tu fais un jeu vidéo puis que tu as un certain genre en mire, prends 90% des conventions du genre, puis rajoute un 10% de quelque chose que les gens n'ont jamais vu, puis ça va être assez pour être capable de bien vendre, tu sais. Alors que j'ai l'impression qu'on voit du 50% d'innovation des fois. Ça fait que les gens regardent le jeu puis ne comprennent pas tout à fait c'est quoi, puis finissent pas l'acheter. Donc, on n'a pas encore une signature québécoise en termes de. Tu sais, aux yeux du joueur, je pense pas que c'est apparent. Mhm. Donc, des jeux, mettons, comme Sang Froid, ça, c'est plus des jeux particuliers qui sont vraiment fondés sur des contenus québécois, mais c'est pas nécessairement une catégorie. Un genre, ouais, exact. Je dirais que, tu sais, on a Sang Froid, on a Kona, qui a été fait par Parabole à Québec. On a Too False que nous, on a fait, qui relate l'histoire, des thématiques qui sont propres, tu sais, aux Québécois. Ça, c'est super intéressant. Il y a, tu sais, il y a des jeux même qui explorent la nordicité, je dirais, là, où, tu sais, ce concept de vivre dans le Nord, où, tu sais, le survival game à The Long Dark, par exemple, qui a été fait par une équipe à Vancouver, mais qui se rapproche quand même des valeurs canadiennes ou des thématiques canadiennes. Donc, on va voir tous ces exemples-là, Project Winter. Mais je pense quand même que ça reste anecdotique à ce stade-ci. Je pense pas que c'est un courant ou un mouvement nécessairement. Là. Puis, selon vous, qu'est-ce qui rendrait un jeu vidéo québécois si on avait cette catégorie-là? Est-ce que ce serait d'avoir des développeurs au Québec, d'avoir le contrôle éditorial au Québec, ou est-ce que ça dépend? Définitivement, le contrôle éditorial, je pense que ça changerait la donne. J'ai l'impression qu'il faut avoir de la vision, puis il faut être cohérent, puis il faut être... faut pas lâcher le morceau. T'sais. Si tu fais un genre, le genre fonctionne, puis tu fais un autre genre après, ben, tu perds un peu tout le momentum que tu as créé. Si tu es capable de rester un peu dans la même lignée. Prenons Assassin's Creed comme un exemple. Quand on voit le mot Assassin's Creed, on le sait, qu'est-ce que ça veut dire. C'est une période historique, il va y avoir des combats, on va être à la troisième personne, on va faire du parkour. Comme, ça veut dire beaucoup, c'est un genre en soi. Si on était capable de retrouver un peu cet équivalent-là, peut-être au Québec, si un genre finissait par émerger qu'on était vraiment bon à faire, ce serait intéressant, mais je pense que ça reste quand même propre au studio de plus en plus. J'ai pas l'impression que ça va être propre à, mettons, la nation québécoise. Là. Si ça se voit, ça va être... ça, c'est un sabotage-like game, pas un Québec game. Ce serait ça que moi, je pense qu'on risque de voir plus. Puis en dehors de la vision du public, ne serait-ce que pour les gens de l'industrie ou pour des politiques gouvernementales, par exemple, qui chercheraient à déterminer qu'est-ce qu'un studio québécois pour un futur crédit d'impôt, par exemple, ouais. Est-ce qu'il y aurait une base qui ferait plus de sens qu'une autre? Je pense que le crédit d'impôt, la première chose qu'on devrait regarder, c'est sa rentabilité. Donc, une étude de 2023 montre que pour chaque dollar investi dans le crédit d'impôt, il y a 1,19 $ qui rentrait dans les coffres du gouvernement de manière directe et indirecte. Donc, direct, ça veut dire les impôts payés par les entreprises qui ont fait des revenus, et indirect étant les impôts payés par ces employés-là. Donc, qui, eux, ont des salaires des fois de 150 000 par année, qui payent des impôts quand même. Donc, c'est un crédit d'impôt qui est rentable. Donc, déjà, ce serait la première chose que je regarderais en tant que gouvernement. Ensuite, c'est la portée des jeux qu'on a, puis à quel point ça nous fait rayonner sur la scène internationale. T'sais, aux derniers Olympiques à Paris, il y a eu le personnage d'Assassin's Creed qui s'est promené en tout plein de tableaux, genre, puis c'était comme le fil directeur des cérémonies d'ouverture. C'est incroyable de voir ça. Donc, moi, je pense qu'on devrait avoir une fierté, développer cette fierté-là aussi au niveau du grand public. Je pense que c'est incompris le jeu vidéo. Il y a encore une perception juvénile de qui est un joueur, puis de la pratique de jouer à des jeux. Qu'on doit déconstruire. Donc, le joueur ou la joueuse moyenne aujourd'hui a 39 ans. C'est surtout des femmes au Québec qui jouent. Les pratiques de gaming sont extrêmement variées, de puzzle mobile jusqu'à hardcore, Souls-like. Être capable de faire comprendre ça au grand public, ce serait intéressant. En ce moment, dans le monde culturel au Québec, je les répète, mais Cœur de pirate vend 10 000 albums, elle va se retrouver à Tout le monde en parle. Compulsion vend à Microsoft pour plusieurs millions de dollars, personne ne le sait. C'est choquant, des fois, à quel point des millions de personnes sur la planète jouent à un produit, puis personne ne sait que ça vient du Québec. C'est triste. Alors que c'est ça la culture. C'est ça, comme propager un message. C'est ça, toucher les gens dans leurs sentiments, puis de leur faire vivre des affects. Puis, je trouve ça dommage des fois qu'on n'en fait pas plus de côté grand public. Donc, au niveau gouvernemental, je regarderais toutes ces choses-là pour être capable d'en trouver la valeur. Puis la valeur en exportation aussi. Donc, tu sais,
90% des revenus, ça vient de l'argent d'ailleurs. C'est mieux que de l'argent qui fait juste circuler à l'interne d'un pays. T'sais. Donc, si dans un contexte tarifaire, on voit que c'est important d'avoir une économie forte puis d'être capable d'exporter des produits, le jeu vidéo est le produit d'exportation par excellence. Ça prend pas de pont, ça prend pas de gaz, ça prend des têtes intelligentes puis des ordinateurs. Puis en plus, on a de l'hydroélectricité au Québec, donc on n'est même pas si polluant que ça, en plus, comme industrie. Donc, toutes ces choses-là, c'est des trucs qui devraient jouer en notre faveur, mais qui sont malheureusement pas super bien comprises ou comptabilisées quand les gouvernements font leurs calculs de quelle industrie supporter. Donc, évidemment, la Guilde fait sa job de ce côté-là, d'être capable d'essayer de changer la donne. Nous, avec l'Asylum, on fait notre bout de chemin pour essayer d'aider les studios le plus possible. Puis on espère juste de créer un écosystème fort puis d'être capable d'aider les studios à survivre cette petite crise économique internationale qui se passe pour être capable de passer de l'autre côté puis d'être d'autant plus fort. Puis ça va vraiment être ça, la game. Je pense que tout ce qui se passe dans l'industrie ne se passe pas juste au Québec en ce moment. Là, tout le monde en arrache dans toute l'industrie en 2025. Les gens qui vont survivre, qui vont être capables de passer de l'autre côté du cycle, vont être super en bonne posture pour être capables de prendre leur prochain envol. Souvent, on se le dit entre entrepreneurs, mais pour être capable de prendre la vague, il faut être dans l'eau. On a 350 studios dans l'eau au Québec, donc il faut les encourager. Côté culturel, le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est des milliards de joueurs sur la planète. Puis au Québec, nos jeux, ils frappent des centaines de millions de ces milliards de joueurs-là. Donc, on a des idéaux québécois ou canadiens qu'on est capable de faire propager à travers la planète. On a des messages qu'on veut passer, on a des images qu'on veut montrer, on a des histoires qu'on veut raconter. Le jeu vidéo est le meilleur véhicule pour le faire. Parce que si on regarde, par exemple, dans l'historique des médias, il y a beaucoup plus, en fait, de jeux vidéo qui ont fini par sortir du Québec puis frapper des centaines de millions de personnes qui en a eu des films ou des séries télé. Là, ça tend à rester un peu dans le Québec quand on fait du contenu avec ces médias-là. Donc, en comprenant ça, puis en comprenant le spectre varié des genres qui existent, on comprend que le jeu vidéo, il y en a pour tout le monde. Ma mère qui joue à Candy Crush, c'est une gamer autant que moi qui joue un Souls-like peut l'être. Donc, ça aussi, c'est important à considérer. Tous ces facteurs-là font que ça devrait être encouragé, à mon avis, comme industrie. Pour l'instant, c'est souvent mis de côté ou c'est souvent pas encouragé comme industrie. C'est dommage que ce soit ça la perception, alors que là, on est en train de prendre notre envol en tant qu'industrie. Donc, on a de plus en plus de studios, de propriétés québécoises et canadiennes qui existent. Et puis, on est en train d'avoir plus en plus de cas de succès à la sabotage avec des 5-6 millions de joueurs. Et chaque année, on dirait qu'il y a comme une nouvelle histoire de succès. Puis, à ce moment-ci, on est en train de couper les ailes à nos studios, puis c'est là que je trouve ça dommage. Donc, on va espérer évidemment que dans les prochaines années, le climat économique s'adoucisse, puis que les taux d'intérêt baissent, puis que ce soit plus facile d'investir dans le jeu vidéo, mais aussi que le gouvernement reprenne un peu du poil de la bête, comme voit le jeu vidéo avec un peu plus de vision puis de panache, puis décide d'investir, puis de voir ça comme une opportunité, en fait, unique qu'on a en ce moment. Puis il y a de la mondialisation, puis il y a de la compétition, puis c'est féroce. Donc, en ce moment, on a l'avantage sur le reste de la planète, mais si on veut le garder, il faut rester agile, il faut continuer à investir là-dedans. Comment est-ce que tu crois qu'on devrait préserver l'histoire du jeu vidéo au Québec? À la fois dans la création de jeux, dans les jeux qui sont créés, dans les institutions, dans les commerces. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment est-ce qu'il faudrait préserver ça? La chance qu'on a aujourd'hui versus à l'époque où est-ce qu'on avait des cartouches de jeux puis que c'est plus facile à désagréger à travers le temps, disons, c'est que tout est numérique. Donc, je comprends pas pourquoi on n'est pas obligé, par exemple, une fois qu'on a une version d'un jeu, de l'envoyer à quelque part pour que ça soit storé puis gardé pour la pérennité. Si ce n'est que on le voit dans le cinéma puis dans les autres produits culturels. Si je fais un livre, il faut que je le dépose à quelque part. Si je fais un film, il faut que je le dépose à quelque part. Mais si je fais un jeu vidéo, Far West. Donc, ce serait vraiment cool, je pense, d'avoir ce genre de choses-là, d'ouvrir l'accessibilité aux jeux aussi dans je dirais, les écoles, mais surtout les bibliothèques ou les centres communautaires, les centres culturels où les gens peuvent y jouer, y les regarder, les apprécier. Ce serait quelque chose de super intéressant aussi. Ces deux facteurs-là, tout seul, je pense pas coûterait très cher à implémenter et puis donnerait justement l'opportunité de garder une trace là, de tout ce qui se fait parce que tout ce qui se fait est tellement excitant en ce moment.
que ce serait dommage d'avoir des jeux qui sont vraiment bons, qui finissent par tomber dans l'oubli ou qui finissent par ne plus être retrouvés dans 100 ans, quand on essaie de retracer l'histoire de ce média-là. Croyez-vous que les entreprises ont des obligations en ce sens-là ou qu'elles devraient se conformer à une obligation de dépôt légal ou est-ce que ce serait suffisant? Je pense que s'il y avait un dépôt légal à faire, 100% des entreprises seraient super heureuses de le faire. Là. Je vois pas personne qui serait choqué ou qui verrait ça d'un mauvais œil. Je pense que ça légitimiserait notre média. Je pense que ça nous donnerait l'opportunité de protéger ce qu'on crée. Et puis, je vois que du positif là, dans faire quelque chose comme ça. Après ça, de simplifier le fardeau administratif de ça le plus possible pour que ce soit un envoi, un formulaire, puis que ce soit le plus simple possible pour monsieur, madame, tout le monde de le faire. Parce qu'évidemment, quand la charge administrative est mise, le fardeau administratif est sur l'entrepreneur, c'est sûr que tu vas avoir moins d'adhésion à ce genre d'initiative-là. Puis il faut considérer aussi qu'il y a des développeurs de jeux vidéo qui sont seuls, qui font tout. Donc, ils font la programmation, le son, la musique, l'animation, le marketing, la gestion de leur entreprise. Donc, à quelque part, si on est capable d'aider ces développeurs indépendants-là le plus possible, ben, je pense pas qu'il y aurait personne de choqué là, de le faire. Formidable. C'est tout en ce qui nous concerne, mais peut-être que vous souhaitez ajouter quelque chose sur un des sujets qu'on a abordés. Si c'est le cas, c'est le moment. Je pense que ça a été assez exhaustif. J'ai rien d'autre à rajouter. Parfait. Merci beaucoup, Christopher Chancy. Merci à vous.